Lingala est une langue qui est, bon, le Lingala est beaucoup plus connu et ce qui se passe, c'est que durant la période, enfin après la colonisation, hein, les pères fondateurs, Lumumba et, euh, et les autres vont décider que, comment dire, que les langues qui seront enseignées à l'école ne seront pas les langues locales, hein, c'est-à-dire les quatre grandes langues, Swahili, Chuluba, Kikongo et Lingala, mais plutôt le français. Pourquoi? Parce que, bon, si- il s'est passé plusieurs années de colonie, etc. Les pères fondateurs sont ce qu'on appelle des évolués. Et donc, les évolués, ce sont des gens qui ont été, qui ont été à l'école et à qui on a enseigné, enfin, on les a formés pour être comment dire, des fonctionnaires, hein, des administrateurs pour aider à gérer la colonie. Ce sont donc des gens qui ont été d'une certaine manière endoctrinés. Et donc, dans cet endoctrinement-là, ils ont intégré l'idée que le français et tout ce qui était de la Belgique, hein, était évidemment supérieur, etc. Et voulant bien faire, ils ont décidé que la langue qui serait enseignée à l'école, la langue de l'enseignement, ce serait le français. Hein, la première langue, ce serait le français. L'idée, évidemment, c'était de créer certainement une classe enfin, donner les meilleures chances aux jeunes Congolais. Ce qui fait que, bon, on pourrait penser que ça désavantage le Lingala, mais non, parce que le Lingala va connaître un boom, hein, avec l'arrivée de quelqu'un, hein, un coup d'État. Le général Mobutu prend le pouvoir, hein, il devient donc le président Mobutu, maréchal Mobutu, et sa langue maternelle se trouve être le Lingala. Et donc, il fait tous ses discours, toutes ses interviews, toutes ses interventions en Lingala. Et puisqu'il réside à Kinshasa, qui est la capitale, bien le Lingala devient vraiment, mais vraiment la langue, la première langue du pays, la langue de la capitale, et évidemment les musiciens congolais, hein, de l'époque, Taboulé, Rochero, Franco et compagnie, chantent en Lingala. Le Lingala prend de plus en plus ampleur et va même s'exporter à travers l'Afrique. Donc on est dans les années 60, hein, le Lingala se répand comme ça, se fait connaître à travers ces chansons-là, à travers l'Afrique. Et puis le rayonnement du Zaïre à l'époque fait que bien, le Lingala est une langue qui commence de plus en plus à faire du bruit, à compter, en même temps que le Zaïre, que le Zaïre brille dans l'Afrique et aussi petit à petit dans le monde. C'est comme ça que de cette langue, cette langue provinciale, hein, c'est une langue qui n'était pas plus connue que le wallon en Belgique. Hein, on est parti de cette petite langue-là à cette langue qui est connue partout et qui fait tellement cool et que des chanteurs comme Maître Gims, Dadju et compagnie l'intègrent dans les paroles de leurs chansons. Voilà un peu pour l'histoire du Lingala. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Madame Fatima Zora, qui va tout simplement plus nous parler de l'Amazigh. Je vous laisse la parole. Vous nous entendez? Ah, je crois qu'il y a eu un petit souci. Alors, on passe à Calvin, alors. D'accord, pas de souci. Donc, nous allons laisser la parole à Monsieur Calvin Soares-Njal, qui va tout simplement nous parler de l'impact socioculturel de l'apprentissage de nos langues d'origine. Bonsoir Yaléo, bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais commencer par vous dire en quoi il est très important que l'unité culturelle de l'Afrique puisse avoir un rayonnement à partir de nos langues. C'est absolument important dans la mesure où moi, je me définis comme panafricain. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que
que ce soit dans les diasporas ou sur le continent, la valorisation de nos identités culturelles est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que, vous savez, pour prendre un exemple concret, ce qui se passe sur le continent est montré dans les médias ici, et cela a un impact concret, y compris la manière dont nos langues sont dévalorisées. Cela a un impact concret sur nous ici. En fait, quand vous passez dans la rue, quand des gens qui ne sont pas noirs ou qui ne sont pas afrodescendants vous voient, ils ne se demandent pas, lui, est-ce qu'il vient des Comores, est-ce qu'il vient du Togo, est-ce qu'il vient du Bénin, est-ce qu'il vient du Congo? C'est un noir qui passe. Et quand on parle une langue africaine, c'est une langue africaine. Et donc, il est très important de valoriser la singularité. Et c'est ce que Cheikh Anta Diop dit, en fait. Pour introduire ça, je vous montre ce bouquin, Alerte sous les tropiques. Et il y a un passage où on parle de l'importance des langues africaines en tant qu'outil de construction des identités culturelles. C'est extrêmement important parce que le jour où les choses vont commencer à changer, c'est-à-dire les images qui tournent en boucle sur le continent africain, sur les territoires africains, vont commencer à changer, le jour où les langues africaines seront respectées, vous verrez dans mon développement que cela a un impact concret sur nos enfants ici, dans les écoles, puisque à la base, même si je suis député ici, il faut rappeler que je suis enseignant. Et donc, moi, j'ai vu les dégâts psychologiques très concrets que la dévalorisation des langues africaines peuvent avoir sur les enfants, et je dois le dire, ça commence dès la maternelle. Donc, ceci étant, il faut rappeler que presque la moitié des familles linguistiques mondiales sont africaines. Pourquoi? C'est normal dans la mesure où l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, les gens sont partis d'Afrique et donc les rudiments de langue qu'ils ont pris avec eux, ils l'ont amené sur d'autres continents. Et donc, c'est pour cela que vous allez voir qu'il y a énormément de rapprochements, il y a des grandes familles culturelles et linguistiques africaines. Je vous donne un exemple concret. En fait, mon nom de famille, mon vrai nom de famille, c'est Ndjal. Le nom Suarez, c'est le nom d'exil que mon père a choisi pour pouvoir nous protéger, pour pouvoir se protéger lorsqu'il avait pris les armes contre les Français au Cameroun à l'époque. Et donc, mon père est Bassa. En Bassa, un jour, je discutais avec une amie congolaise et elle me demandait, mais Ndjal, qu'est-ce que ça veut dire? Et Ndjal en Bassa veut dire la faim, avoir faim. Or, l'amie me dit, mais en fait, en Swahili, avoir faim, donc la faim, c'est Nzala, c'est Ndjala, pardon. Et en Lingala, il paraît que c'est Nzala. Donc, il y a des rapprochements très concrets qui existent entre les familles africaines et ce sont les frontières coloniales, en réalité, qui nous ont séparés, qui ont séparé ces langues et qui ont fait que petit à petit, il y a eu des différences des petites différences qui se sont creusées entre les langues. Je vous donne un exemple. Lorsque vous parlez Lingala, les Douala du Cameroun, il y a beaucoup d'éléments du Lingala qu'ils comprennent. Pourquoi? Tout simplement parce que les rapprochements géopolitiques font que l'Empire Congo et toutes les constructions sociopolitiques qui existaient à l'époque, on retrouvait les mêmes peuples dans ces constructions sociopolitiques. Et donc, ces rapprochements sont tout à fait normaux. La colonisation, d'abord l'esclavage, puis la colonisation, vont essayer de diviser pour régner. Hein? Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver. Donc, quand je parle de panafricanisme, attention, moi, je parle de Tanger jusqu'au Cap, hein, dans la mesure où, avant l'arrivée de l'arabe sur le continent africain, si je prends les gens du Rif, si je prends les Kabyles d'Algérie, ce sont des gens qui avaient leur propre langue avant l'arrivée de l'arabe. Et des langues parfois qui sont proches des langues qui sont au sud du Sahara. Donc, il ne faut pas commencer à se dire que ceux qui sont au nord de l'Afrique, les langues du nord de l'Afrique sont vraiment dans je mets l'arabe à part, hein, sont vraiment dans une configuration différente. Alors, il est très important de rappeler pourquoi c'est important d'avoir une identité linguistique. La langue, c'est un système de pensée. Et je vais vous donner un exemple concret ici en Belgique. Vous savez, les langues latines, le français est une langue latine. Le néerlandais est une langue saxonne. Ça ne se parle pas de la même façon
et le système de pensée, la manière dont le système de pensée est conçu n'est pas le même. Je vous donne donc un exemple concret. Le français, on peut s'interrompre. Donc, les langues latines, c'est l'oralité à l'extrême. On peut s'interrompre dans un débat. Sauf que lorsque vous prenez le néerlandais, parfois, il faut attendre la fin de la phrase pour comprendre ce que la personne veut dire. C'est-à-dire, on rejette souvent le verbe à la fin. Or, si vous n'avez pas entendu le verbe, vous ne pouvez pas comprendre la signification, toute la quintessence de la phrase. Et donc, vous voyez que c'est un système de pensée. Et donc, en néerlandais, on s'interrompt un peu moins lorsque vous regardez les débats. On s'interrompt un peu moins qu'en français. C'est la même chose. Lorsque vous regardez quelqu'un comme Nelson Mandela, lorsqu'il faisait ses débats, il écoutait jusqu'au bout parce que la manière dont sa langue, le Xhosa, est conçue, on doit attendre jusqu'au bout la fin de l'argumentation de l'autre. Et donc, ces exemples concrets pour vous montrer que c'est un système de pensée. C'est la manière dont ça forge la pensée. C'est extrêmement important. Alors, c'est le lieu de conservation et de dépôt du savoir. Donc, il y a certaines techniques ancestrales qu'on ne peut pas acquérir si on ne maîtrise pas certaines langues. Hein? Les Grecs qui sont allés acquérir certaines techniques en Égypte ont dû apprendre l'égyptien ancien pour pouvoir comprendre ces techniques-là. C'est absolument important. Par exemple, lorsque il y a eu la guerre au Cameroun, la guerre d'indépendance au Cameroun, les UPCistes, qui étaient les résistants camerounais contre les Français, avaient décidé de la mise en place d'une langue de travail commune s'ils gagnaient. La langue de travail, c'était le peul, le poulard, parce qu'ils estimaient que la grammaire poulard permettait une construction beaucoup plus rapide de la pensée en termes de construction politique. Si on veut unir beaucoup plus les gens, cette langue était beaucoup plus accessible, beaucoup plus vite accessible. Donc, dans leur programme de pouvoir, c'est ce qu'ils avaient conçu. Malheureusement, ils n'ont pas gagné la guerre. Ensuite, il y a eu l'esclavage et la colonisation qui ont menacé donc, les langues africaines, il faut le dire. Michael a parlé du français. L'aliénation n'est pas seulement en diaspora, ça commence sur le continent. Et ça commence dès l'esclavage, dès la colonisation. On va essayer de changer la mentalité des Africaines et des Africains pour leur dire qu'en fait, les langues latines, c'est beaucoup plus les langues latines, parce que les Saxons et les Britanniques, généralement, eux, font du commerce. Alors que les langues latines sont dans une espèce d'assimilation. Pourquoi? Parce que ça descend de l'Empire romain. L'Empire romain a colonisé beaucoup de royaumes qui étaient autour de lui, et pour pouvoir dominer ces royaumes, qu'est-ce qu'il faisait? Il dominait d'abord les bourgeoisies, l'intelligentsia de ces peuples, parce que quand on domine l'intelligentsia, donc les classes intellectuelles dominantes, on domine tout le pays. Et en fait, c'est ce qui s'est passé en Afrique. Quand vous voyez en Afrique des gens qui interdisent à leurs enfants de parler les langues africaines, c'est de l'aliénation. Et ça, Frantz Fanon le dit, si vous voulez, vous lisez ce bouquin, Peau noire, masque blanc, c'est très, très, très bien décrit. Le rôle de la langue et l'instrumentalisation de la langue dans l'aliénation, dans la préparation de l'aliénation. Ben, quelle est la conséquence? C'est que certaines langues ont disparu avec l'esclavage et le colonialisme. Il y a eu des génocides. Quand on génocide un peuple, eh ben, ce qui se passe, c'est que la langue disparaît petit à petit. Aujourd'hui, en Afrique, les pays qui ont décidé de faire de leur propre langue la langue officielle sont peu nombreux. Et souvent, ce sont des pays qui ne sont pas dans le précaré français, francophone. Je vous les cite entièrement, l'Afrique du Sud, le Burundi, les Comores, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya, le Lesotho, la Namibie, le Rwanda, le Swaziland et la Tanzanie. Ce sont les pays qui ont fait le choix d'avoir une langue africaine comme langue officielle. Et donc ça, c'est absolument important. On ne refuse pas d'être en contact avec les langues étrangères, puisque les langues se nourrissent et s'enrichissent, mais la manière dont on prépare l'avenir de son peuple, l'avenir des générations futures,
c'est à travers la langue. Et il faut une langue officielle dans laquelle les gens se reconnaissent depuis le bas âge. Ça, c'est absolument important si on veut parler de reconquête de l'identité culturelle. Et je peux comprendre, et je fais la transition avec la diaspora, ce sera ma deuxième partie, rapidement. Je peux comprendre aujourd'hui, et je comprends très bien la jeunesse. Vous savez, il y a beaucoup de débats, je suis beaucoup de débats, je vais lire un peu sur Instagram, sur Twitter. Depuis 3-4 ans, les jeunes ont envahi Twitter parce que les stars sont arrivées, il y a eu beaucoup de choses. Donc, je vais un peu lire, même si je ne réagis pas, je vais un peu lire les débats. Il y a des débats qui sont liés aussi au système de pensée. Je vous donne un exemple qui fait beaucoup parler ces derniers temps. Le fait que des hommes noirs qui ont réussi, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la culture, que ce soit en politique, que ce soit dans plein de domaines, je mets de côté ceux qui tombent vraiment amoureux d'une femme parce que c'est la femme, son tempérament, etc. Et de l'autre côté, et Franck Fanon, dans le bouquin que je vous ai montré, le dit si bien, de l'autre côté, il y a des gens qui tombent amoureux de la couleur de peau de la personne. Ça, c'est de l'aliénation. Quand on tombe amoureux d'une personne parce que c'est son tempérament, parce qu'il y a des conditions objectives, on peut comprendre. Mais quand on tombe amoureux de la couleur d'une peau, eh bien, l'aliénation se transmet à travers la langue. Parce que vous avez des auteurs, vous avez des influenceurs qui vous parlent de modèles de civilisation et qui vous disent très clairement que le modèle de civilisation occidentale est supérieur au modèle de civilisation africaine. Donc ça, c'est quelque chose de problématique. À partir du moment où vous n'éduquez pas vos enfants dans une langue, eh bien, ces personnes, je prends un autre exemple, c'est la question de se décaper la peau, de la dépigmentation. La manière dont on transmet les préceptes, la manière dont on transmet la pensée est aussi importante par rapport à la manière dont on se comporte. Ça, c'est... Et si on utilise une langue étrangère pour dévaloriser sa propre langue, eh bien, on ne doit pas s'étonner que ces enfants, lorsqu'ils grandissent, considèrent que la couleur de peau qui est liée à la langue que l'on considère comme supérieure est meilleure. Parce que la langue, c'est ce qu'on utilise le plus dans la journée. On doit parler. Ici, en diaspora, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes liés à la langue? Nos immigrations n'étaient pas des immigrations de travail, c'était des immigrations d'études et qui étaient bureaucratiques. C'est-à-dire que nous allons rentrer et nous allons occuper les hauts postes dans nos pays et nous allons parler comme le blanc et nous allons faire comme le blanc parce que c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Vous voyez, en fait, il y a beaucoup de liens entre les deux, en réalité. Et donc, ce sont les classes intellectuelles qui sont coupables, en réalité. Ce sont elles qui ont, disons, érigé sur un piédestal, mis sur un piédestal des langues occidentales. Et le français, j'ai beaucoup de respect pour le français, hein, parce que c'est une belle langue, très complexe, quoi qu'on dise. Néanmoins, la politique qui a été choisie par la France à différents moments de l'histoire, et au moment de De Gaulle, c'est-à-dire lorsque les pays africains obtiennent en guillemets leur indépendance, je mets indépendance en guillemets, hein, c'est comment faire pour dominer les élites intellectuelles durant le siècle qui vient. Et on crée la francophonie. Elle a des mérites, hein, mais le but aussi, c'est de continuer cette domination. Soyons tout à fait clairs et honnêtes là-dessus. Parce que le Commonwealth que les pays anglophones partagent ne fonctionne pas de la même façon que la francophonie. Et donc, quel est l'impact sur les enfants? Lorsque vous empêchez vos propres enfants de parler votre langue d'origine, comment vous voulez sortir de l'aliénation? C'est impossible. Lorsque vos enfants vont à l'école et que le système dominant considère déjà que les langues africaines, y compris les grandes langues, sont des dialectes, comment peut-on considérer que le Yoruba est un dialecte? Comment peut-on considérer que le Swahili est un dialecte? Ce n'est pas seulement une insulte, non. C'est une stratégie qui a été mise en place à un moment donné, une stratégie politique, et qui a continué aujourd'hui.
qui a continué aujourd'hui dans ce système de domination, de pensée. Alors aujourd'hui, certains dirigeants l'appliquent parce que c'est ce qu'on leur a transmis, que ce soit en Afrique ou ici. Et donc, il y a cette dévalorisation par les institutions. Je terminerai par qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Le rôle des parents. Vous êtes des parents, soit des parents maintenant, soit de futurs parents. Vous savez, dans nos écoles, quand vous prenez Bruxelles, dans les écoles de Bruxelles aujourd'hui, les statistiques montrent que dans les classes, il y a 50% d'enfants qui ne parlent pas français, dès la maternelle, qui parlent une langue étrangère. Et qu'est-ce que les enseignants font? Les enseignants, en fait, enseignent comme si on était dans les années 50. Je parle de la langue. C'est-à-dire les années 50 ou 60, où on avait 2 ou 3 enfants de racines étrangères dans la classe. Et on faisait ce qu'on appelait de la submersion. C'est-à-dire que l'enfant était submergé par les autres qui parlaient français. Et donc, ça l'amenait, sans oublier sa langue d'origine, ça l'amenait à parler français. Mais maintenant, puisque la moitié de la classe ne parle pas français, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à empêcher l'enfant de parler sa langue maternelle? Parce qu'à l'époque, on empêchait les Italiens de parler italien en classe. Hein. Or, les études montrent que c'est lorsqu'on maîtrise le mieux sa langue maternelle, qu'on maîtrise mieux les autres langues et qu'on maîtrise mieux les mathématiques. Et si vous voulez réussir les mathématiques, et c'est l'erreur, Cheikh Anta Diop le dit dans son bouquin, en fait, l'erreur qu'on fait pour les enfants en Afrique et ici, on devrait apprendre les mathématiques aux enfants dans leur langue maternelle d'abord, avant de passer à une langue étrangère. C'est ce qu'on ne fait pas. Les langues scientifiques, c'est comme ça. C'est ce qu'on ne fait pas. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'échecs. Et après, on se dit, ah, les maths, c'est compliqué, etc. Je vous parle d'expérience. Hein. Donc, il faut former les enseignants, ce qu'on appelle de la sensibilité linguistique. Créer des ponts avec les parents. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant dit un mot dans sa langue maternelle, je ne sais pas moi, l'arabe, le swahili, le kabyle, le tamasir, etc., on ne doit pas lui dire « Ah, arrête-moi cette langue de sauvage » ou « Arrête-moi cette langue, ce dialecte ». Non, ce que l'enseignant doit faire, c'est essayer de comprendre ce que l'enfant dit. Par exemple, ce qu'il pourrait faire, c'est demander aux parents qu'est-ce que ça veut dire un texte, un conte, un proverbe dans la langue d'origine de l'enfant et essayer de le traduire. Et c'est ce qu'on appelle de la sensibilité linguistique. Évidemment, je passe les détails. Si vous voulez faire ça, vous devez réduire les classes. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire ça avec 30 élèves. Il faut avoir un nombre d'élèves réduit. Et donc, je termine par la création des structures liées à la communauté. Et donc, ce que Michael fait est très, très, très bien. Donc, il ne faut pas toujours attendre l'État ou le politique pour mettre en place certaines choses. Le politique va mettre en place, c'est comme pour la décolonisation. Vous savez, on n'a pas attendu. Les autorités, ce n'est pas George Floyd qui a fait émerger le mouvement décolonial. Il y a des associations, des structures qui, parfois sans subside, ont commencé à travailler, à préparer les consciences. Et donc, il viendra un moment où cette question de langue sera mise en avant aussi parce que nous avons labouré le terrain et nous avons travaillé. Et donc, tous les lieux que nous pouvons occuper en termes de valorisation des langues culturelles, le premier, c'est la famille. Le couple d'abord, la famille ensuite, les associations, hein, toutes les structures de socialisation où les enfants peuvent se socialiser. Ce sont des endroits où nous devons valoriser les langues et c'est comme ça que les cultures africaines seront respectées. Parce que la culture italienne est respectée dans ce pays. Mais il ne faut pas croire que ça a été facile pour les Italiens, hein, ni les Grecs. À l'époque, quand on mangeait des pâtes, on se moquait de la personne qui mangeait des pâtes. Aujourd'hui, manger des pâtes, c'est devenu quelque chose de stylé, par exemple. Hein? Et donc, nous aussi, nous aurons ce cheminement, c'est-à-dire les langues africaines ici, auront ce cheminement qui sera lié à la santé des pays africains,
à l'image que renvoient les pays africains et qui retombera sur nous ici et sur les langues que nous parlons ici. Voilà, j'ai dit je vous remercie. Merci beaucoup pour cette très belle intervention. Alors, maintenant, nous allons passer à Madame Fatima Zora Ait El Mahati. J'espère que le micro va mieux fonctionner cette fois-ci, qui va nous parler donc de l'Amazigh. La parole est à vous. Ok, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Fatima Zora Ait El Mahati. Moi, je vais notamment vous parler des spécificités nord-africaines, donc du peuple amazigh dit berbère, qui s'est toujours démarqué dans l'importance qu'ils accordaient aux langues, surtout dans un processus de décolonisation. Et je pense qu'on ne peut pas ne pas parler de ces deux choses en même temps. Donc, je ne vais pas vous déblatérer plein de faits historiques en 10 minutes. Je sais que la communauté amazigh, elle n'est pas très connue en Belgique, et même au sein de la communauté même, il y a vraiment une méconnaissance de cette histoire. Donc, en 10 minutes, je vais essayer de peindre un tableau un peu nuancé de l'histoire et de la manière dont la diaspora vit justement ces langues à travers un spectre décolonial, en espérant que ça vous intéressera assez que pour faire ces recherches après par vous-même. Donc, quand Gladys a présenté l'Imazighen, elle a dit plein de choses très intéressantes sur donc la manière, le fait qu'on travaille avec beaucoup de personnes assez jeunes, de femmes, de groupes donc issus de l'immigration en Belgique. Et ce qui est très important pour nous, c'est vraiment la notion d'autodétermination. Donc, le fait, à travers la langue, à travers l'art, à travers des modèles de femmes aussi, parce qu'on a un collectif féministe qui sont en fait nos propres ancêtres, aider à l'amour et à la connaissance, à la reconnaissance de soi et de nos propres sources de sagesse et de savoir. Et donc aujourd'hui, on va mettre l'accent ici sur l'art, peut-être de manière très vaste, un peu présenter la population amazigh pour les personnes qui ne les connaîtraient pas. Donc, qui sont les Amazirs? Il n'y a aucune trace en histoire, en tout cas aujourd'hui, d'une époque où les peuples amazirs ne peuplaient pas l'Afrique du Nord. Donc, il y a vraiment une certitude sur le fait que ce soit le peuple le plus ancien en Afrique du Nord, jusqu'à la conquête donc islamique du 8e siècle plutôt. C'était le groupe ethnique dominant. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais c'est un peuple qui est encore très présent et qui se revendique amazigh, surtout dans la diaspora, parce qu'il faut savoir qu'en Afrique du Nord, c'est toujours pas très facile de parler de ces sujets-là, en tout cas d'un point de vue politique. La majorité des Belges, donc issus de l'immigration que vous connaissez tous dans votre entourage à l'école, donc l'immigration issue de l'immigration marocaine, sont probablement des personnes amazirs, majoritairement en Belgique rifin. Ça, c'est lié à des choses, et je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais à des décisions dans le temps où des personnes marocaines ont été amenées en Belgique en tant qu'ouvriers. Il y a vraiment des régions qui ont été amenées dans quelques pays, et donc le Nord a majoritairement été amené en Belgique, et la région d'où moi je viens, donc moi je viens du Moyen Atlas, donc je parle le Khelha et pas le rifin. Ces personnes-là sont majoritairement en France, donc dans le sud de la France et dans les Pays-Bas. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas parler avec les rifins. Et comme je suis très contente que Soares ait appuyé le fait qu'il y ait des langues et non pas des dialectes, parce que ça fait en sorte qu'on ne puisse même pas se comprendre. Mais ça, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc pendant le 8e siècle, il y a justement eu cette conquête islamique en Afrique du Nord qui a amené l'arabe pour la première fois dans ce continent. Et la majorité des langues qui étaient parlées étaient des langues amazirs. Mais il y a quand même eu 2 siècles de métissage, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne puisse pas simplement dire qu'on parle l'amazigh ou l'arabe. Il y a eu 2 siècles de métissage dans cette partie-là du continent africain. Mais il y a quand même cette certitude que ces langues et que les personnes qui se disent amazirs sont des descendants directs de personnes indigènes. Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi j'utilise le mot amazigh et pas berbère. Je vais peut-être dire ça maintenant. Il y a l'étymologie du mot qui est à retracer. Il y a des divergences sur l'utilisation de ce terme à travers l'histoire, mais il n'y a aucune divergence du tout sur sa signification. Je pense que c'est très clair. Ça vient du mot barbarus en latin, qui bien entendu signifie barbare. Et moi, j'aime parler aux gens que j'aime en les désignant d'autre chose que des barbares. Donc, c'est un mot que je n'utilise plus, qu'énormément de personnes de la diaspora amazigh n'utilisent plus. Et là aussi, il y a l'importance de la langue, parce que si la diaspora aujourd'hui appuie vraiment l'importance de ne plus utiliser ce mot, c'est un peu
peu exiger qu'on nous définisse d'après ce mot auto-ethnonyme qui est Amazigh, c'est exiger d'être représenté à travers notre grille de lecture, à travers nos sensibilités. Et pour moi, c'est aussi rappeler, quand je suis autour d'une table et quelqu'un utilise le mot berbère et que je contredis cette personne ou que je rectifie cette personne, c'est rappeler à l'ordre les gens de manière gentille qui disent encore berbère, c'est un petit on est là, on existe et on est capable de s'autodéfinir, ce qui est aussi un outil de la langue. Le mot Amazigh, il vient de la lettre Yaz. Et ça, c'est pour moi une des choses les plus importantes. C'est peut-être un symbole que vous connaissez, le symbole amazigh. Peut-être que je vais vous le dessiner pour que vous le reconnaissiez, mais vous le connaissez probablement. Il n'y a pas un mariage ou un cortège marocain où on n'a pas étendu ce drapeau dans ce pays depuis les 60 ans d'immigration marocaine, mais c'est ce symbole-là qui est partout et qui fait aussi partie du symbole d'Imazirène auquel on a simplement ajouté une petite ligne pour allier justement nos origines indigènes et notre féminité, notre féminisme. Et donc, ce symbole, les activistes Amazigh, vous les verrez souvent sur des photos en faisant ce symbole-là, qui est donc tout simplement la moitié du Yaz, et chacune des branches signifie quelque chose. Donc, à la base, le mot Amazigh veut dire l'homme libre, donc l'être humain libre, la personne libre, qui est donc cette personne qui a les jambes et les bras écartés. Et à travers les branches de ses bras et de sa tête, il y a donc, on appuie l'importance de la langue, de la culture et de la terre. Donc d'abord de la terre qu'on appelle Tamazra, donc qui s'étend sur plusieurs pays, qui est un terme en fait pour désigner les peuples amazirs géographiquement. Parce que si aujourd'hui on a vraiment cette idée qui est créée que les peuples amazirs sont majoritairement maghrébins, donc Maroc, Algérie, Tunisie, ce sont 3 pays qui font partie de Tamazra, et je vais peut-être un peu vous étonner aujourd'hui, mais on parle aussi, ça c'est peut-être moins étonnant, mais de la Libye, on parle de l'Égypte dans la région de Siwa, on parle du Mali, on parle du Niger, on parle de Mauritanie, on parle de Burkina Faso, et on parle même des îles Canaries. Donc il y a des personnes qui parlent le tamazight avec qui je pourrais avoir une conversation entière, peut-être pas en comprenant tous les mots, mais dans les îles Canaries, ce qui est super étonnant, mais c'est pour dire à quel point ce peuple est vraiment étendu sur le continent et au-delà. La deuxième branche qui est la langue, qui aujourd'hui est en fait en impasse parce que beaucoup de langues amazigh, il y en a entre 26 et 40, si on compte les dialectes ou pas, les dialectes ressemblants, parce que certaines des langues peuvent être appelées des dialectes d'après certaines régions, mais si on parle des 26 langues, certaines d'entre elles sont considérées comme étant des langues mortes. Aujourd'hui, énormément d'activistes amazighs parlent même de l'état d'urgence de certaines de ces langues, parce qu'on dit qu'il y a entre 14 et 25 millions de personnes berbérophones sur Terre. 14 et 25 millions et une énorme fourchette, ça veut un peu rien dire, ce chiffre, on ne peut pas le retracer parce que il y a une incertitude en fait parce que ces peuples sont souvent marginalisés. Donc, ce ne sont pas des personnes qu'on peut retrouver, retracer facilement pour pouvoir mettre ça sur papier. Ce n'est pas non plus une population qui est extrêmement présente dans le monde académique que pour pouvoir mener ces études-là. Donc, voilà, ça peut avoir l'air énorme, mais ça ne l'est pas vraiment. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que, en fait, la langue amazigh, elle n'existe pas vraiment. Donc, pardon, j'ai sauté une partie de ma phrase, je l'ai dit dans ma tête, mais pas en vrai. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de reconnaître cette fourchette, cette marge d'erreur, je voulais dire, donc, de personnes qui n'existent pas, on va dire, dans les chiffres ou dans les statistiques, c'est parce que, comme j'ai dit, entre 26 et 40 langues, pour vous donner une idée de la diversité des langues, on parle par exemple du rifin, du tachelhi, du tmazigh aussi, qu'on parle au Maroc, on parle du rqbaili et du tachawit en Algérie, on parle de tamazight et tamashek au Nigeria, on parle aussi les Touaregs au Mali, on peut retrouver des Touaregs aussi au Maroc, en Algérie. C'est des personnes qui font toute partie de la même branche, ou en tout cas qui sont des sous-branches du même peuple, et qui se font appeler d'après la langue qu'ils parlent. Donc, par exemple, au Mali, ils parlent le tamashek, ils se font appeler les Kel tamashek. Donc, il y a vraiment le fait de se définir à travers la langue qu'on parle, qui est très important pour le peuple amazigh, qui l'a toujours été à travers l'histoire. Et voilà, il y a plein d'autres langues. Il y a le nafloussi en Libye, donc il y a vraiment énormément de langues qui existent et qui sont méconnues aujourd'hui et qui sont malheureusement vraiment en train de mourir. Pourquoi est-ce que c'est si important donc d'avoir ces 3 branches qui soient respectées? On dit toujours pour tenir l'homme amazigh libre. Et là, on est en train de perdre cette 3e branche qui est la culture dont je parlais. Parce que d'un point de vue culturel, il y a vraiment cette importance de l'oralité
qui a toujours existé dans la majorité. L'oralité a toujours été vraiment un des piliers fondateurs. La conquête islamique, tout comme l'impérialisme européen, ont vraiment apporté une arabisation et dans le cadre de la colonisation espagnole et française, une occidentalisation du savoir. Donc, il y avait une manière très élitiste, très académique, très, très écrite, en fait, de voir le savoir, alors que la culture amazigh et la culture, en fait, africaine en général, et même les peuples autochtones, on peut même faire la comparaison avec les peuples autochtones en Amérique du Nord, qui ont une manière de voir le savoir, en fait, et la sagesse, surtout, bien plus que le savoir, comme quelque chose qui ne peut pas être vendu, mais mis à disposition, autant dans les rites que dans la poésie, que dans le chant. Moi, une chose que j'aime beaucoup utiliser comme exemple, c'est vraiment les ragots. Il y a un film marocain qui est énorme là-dessus, mais on a cette manière de vilifier les femmes qui parlent au Maroc, de vraiment dire, comme le dicton, des pipelettes. Quand des personnes parlent trop, on dit que c'est une personne qui parle comme une femme, donc les personnes qui parlent trop. Et on a une vilification du fait de pouvoir se réunir et de parler tout simplement, quand l'oralité est la seule chose qui est à notre disposition pour avoir un partage de savoir, qui fait qu'aujourd'hui on utilise par exemple cet argument religieux, parce qu'on dit qu'en islam on ne peut pas parler derrière le dos de quelqu'un. Et je suis tout à fait pour ça, de ne pas parler en l'absence d'une autre personne. Mais il y a, donc, comme je disais, le film Edem, qui est un film marocain qui retrace des femmes qui se rejoignent à un puits pour faire leur lessive, et qui, en parlant de leur situation en tant que femmes, s'allient, forment vraiment un front et vont faire une grève du sexe dans leur village pendant des jours et des jours. Et se rendent compte qu'elles arrivent à retourner leur village sur sa tête, d'avoir tous les hommes à leur merci, parce qu'ils se rendent compte que plus rien ne tourne en fait dans la société, parce qu'elles ne sont littéralement plus à disposition des hommes dans leur entourage, et qu'elles arrivent à avoir un vrai impact politique, en tout cas à attirer le merzen, qui est un genre de figure de juge dans ce village, à avoir un intérêt pour leur cause et à faire en sorte qu'elles soient plus respectées en tant que femmes dans ce village. Et donc, on voit vraiment que cette force que de se réunir simplement autour de l'oralité est très important et a toujours fait en sorte que les gens puissent s'organiser politiquement. Donc, aujourd'hui, dans la diaspora, on a un peu perdu... en fait, on n'a plus vraiment ces figures parce que ce savoir, il est sur papier. Et en plus, on est dans un autre contexte et on peut parler aussi de globalisation. Aujourd'hui, tout le monde court, on a chacun notre job, nos passe-temps. Donc, ce savoir-là, bien précis, ne nous parvient plus parce que maintenant, on décide d'accumuler un certain savoir quand ça nous va. Je vais décider de prendre un livre et de les lire. Je vais décider d'aller à la Bibli ou à l'UNIF, alors que dans d'autres contextes, on y est confronté malgré nous. C'est vraiment, ça fait partie de la vie de tous les jours. Les compteurs dans les marchés, c'est quelque chose qui est encore très, très actuel au Maroc. On parle par exemple d'inchaden, qui sont des hommes qui se positionnaient dans les marchés, qui se positionnent encore toujours aujourd'hui dans les marchés, dans des endroits très ruraux, pour y rapporter ce qui se passe dans le monde politique de manière très vulgarisée. Si c'était fait seulement dans la langue arabe ou en français, par exemple, ici, ça ne serait pas à disposition, ça ne serait pas mis à disposition de tout le monde, alors que de le faire dans cette langue-là fait en sorte que les gens puissent toujours être impliqués dans la politique de leur pays. Et on voit que ça a une force énorme et qu'aujourd'hui, ça sert justement de moyen. On peut même parler aujourd'hui de certains discours qui se tiennent dans un langage très élitiste, très académique. On n'y a pas accès, c'est pas vraiment c'est en fait une autre langue, la langue académique. Donc, le fait de privatiser ce savoir-là, c'est quelque chose qui est vraiment propre à l'impérialisme, qui est propre aux temps coloniaux, qui est propre à des choses qui ont été importées dans ces civilisations, qui n'en faisaient pas partie. Et pourquoi j'appuie ça? Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut tous garder pour soi, et je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais moi, je suis une des personnes qui ne croit pas au fait qu'on puisse vraiment décoloniser le monde académique, parce qu'en soi, le monde académique existe à travers un prisme justement de privatisation du savoir. Donc, l'idée d'y importer nos connaissances pour nous aider à nous y épanouir, c'est pour moi quelque chose qui est absolument nécessaire, mais de toujours garder cette chose en tête pour nous, de savoir en quelle mesure est-ce qu'on rend un peu l'appareil en mettant à disposition ce qu'on apprend pour les personnes qui en ont vraiment besoin. C'est quelque chose de bien à toujours faire pour soi. Et ça va même du fait de, je ne sais pas, parfois vulgariser certaines choses qu'on a lues dans un livre très, très compliqué avec certains amis. Parce que le fait de ne pas avoir accès à ça, ça crée vraiment, et là je retourne au contexte africain, ça crée vraiment un fossé entre les personnes de la diaspora et leur origine ethnique, parce que
On ressent même au Maroc aujourd'hui le fait qu'en allant à l'université, on parle le français, en rentrant chez soi, on parle tmazirt ou on parle l'arabe marocain. Il y a un peu cette fierté nationale qui n'était pas basée sur le savoir, mais qui était vraiment basée sur la force du peuple, a un peu disparu, c'est un peu dissous à travers cette privatisation du savoir. Donc tout ça, ça se ressent jusqu'à aujourd'hui, parce que le français a même fait des ravages dans les écoles. Il faut savoir, par exemple, en Afrique du Nord, qu'il y a vraiment eu des écoles. Moi, je continue à parler du contexte marocain que je connais le mieux, des accords qui ont été signés entre la France, le Maroc et la Grande-Bretagne, qui s'appelaient vraiment la purification, mot pour mot, la purification de la langue marocaine, et qui visaient vraiment à l'éradication de la langue amazigh à travers des campagnes littéraires ou dans l'art. Donc c'était vraiment énormément d'argent qui était déboursé pour ça, et ça date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Donc le fait de ne pas reconnaître une langue, ne serait-ce que dans une administration, c'est le fait de ne pas reconnaître même l'existence d'une personne qui parle cette langue. Et on reconnaît même ça en Belgique. Moi, il y a quelques années, parce que j'aime les anecdotes, ça illustre bien ces points, il y a quelques années, j'ai été assesseur de vote bénévolement, j'ai été prise au Vogelpick ici en Belgique, et le président du bureau prétendait que quelqu'un ne puisse pas voter, même si on voulait l'aider et l'accompagner dans le bureau de vote, à moins de parler le français, le néerlandais ou l'allemand, qui était une des 3 langues nationales, parce qu'il aurait appris ça pendant la formation d'un jour qu'on reçoit quand on est désigné comme étant président d'un bureau de vote en Belgique. Et donc, j'ai dû me battre tout au long de la journée pour que des personnes issues de la première génération qui arrivaient à me parler en Darija, qui arrivaient à me parler en tmazirt, qui me disaient mot pour mot vote pour telle personne, même si je n'étais pas toujours d'accord et que j'aurais bien aimé ne pas le faire. Mais en tout cas, ces personnes étaient capables de me dire mot pour qui voter. Et je n'avais pas le droit, d'après cette personne, de le faire en Belgique, alors que ça, bien évidemment, ça va contre la loi belge. On a le droit de voter pour quelqu'un, quelle que soit la langue qu'on parle, même si on a besoin d'accompagnement dans la cabine de vote. Et donc, on voit vraiment que ça aide et que c'est un outil dans, encore une fois, cette privatisation. Et donc, ces accords qui ont été signés entre des pays européens et le Maroc pour aider à l'éradication de la langue amazigh, ça prouve aussi qu'il y a une nécessité d'avoir une indépendance juridique. Et ça a l'air très vaste, hein. Ça a l'air très, très lourd aussi, mais ça a beaucoup aidé les mouvements de libération à travers l'histoire en Afrique, parce que peut-être que je vais l'illustrer à travers quelques exemples pour être plus clair, mais il y a par exemple un homme qui s'appelle Hassan Id Bukassem et qui est un activiste amazigh et avocat. Et dans les années 80, fin des années 80, donc il n'y a pas si longtemps encore une fois, il a fait de la prison parce que son cabinet avait un panneau écrit en tamazirt pour inviter tout simplement les gens à pouvoir faire usage de ses services en tant qu'avocat. Il a fait de la prison simplement pour ça, parce que cette langue n'avait pas à être affichée dans l'espace public. Donc la reconnaissance même de cette langue date d'il n'y a pas si longtemps, parce que très récemment, il a posté une photo de lui où enfin il pouvait fièrement poser devant ce panneau dans les rues de Tanger. Et on ressent vraiment qu'il y a un sentiment de fierté qui est en train de renaître et qu'il y a vraiment une envie, autant dans la diaspora que là-bas, de vraiment utiliser cette langue. Là où moi, je trouve que c'est un peu compliqué de voir ça tout le temps comme une victoire, c'est qu'il y a vraiment une folklorisation, parce que cette langue, on ne sait même plus la lire. Ce sont des signes qui datent d'il y a des centenaires, d'il y a des millénaires, et qui ne sont même plus... donc on dit même que les premiers symboles tifinaires donc de la langue amazigh sont vraiment retraçables à 8000 avant Jésus-Christ, donc c'est une langue vraiment ancestrale. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent ces symboles sans savoir ce qu'ils signifient sur des vêtements en revendiquant leur identité amazigh. Dans des chouettes posts design, Instagram, infographiques, en se revendiquant fièrement amazigh. Mais on n'est plus dans l'authenticité de ce que signifiait cette langue et dans ce pourquoi elle pourrait vraiment être utilisée, c'est-à-dire, comme je l'ai appuyé par plein d'exemples depuis tout à l'heure, une vraie organisation et tout simplement d'être bien plus que de paraître être fier d'eux. Et je vais peut-être faire un parallèle un peu fou, mais je vais parler de Macron. Je sais qu'on lui a beaucoup tapé dessus, donc je vais essayer de ne pas trop en rajouter. Mais c'est aussi important parce que il faut savoir que le peuple amazigh, il est attaché à aucune idéologie religieuse ou politique, même si, beaucoup, d'ailleurs même beaucoup se revendiquent même laïcs, c'est très important dans le peuple amazigh, il n'y a vraiment aucune identité religieuse qui est liée à ça.
même si les impérialistes arabes et européens étaient les premiers ennemis, ça reste avant tout une identité ethnique, mais qui a été politisée avec le temps, avec la nécessité de se revendiquer amazigh pour survivre. Mais d'après Macron aujourd'hui, par exemple, enseigner l'arabe à l'école, ce serait une menace pour le vivre ensemble. Et ça, c'est du fait de rattacher la langue à des convictions politiques, à des convictions religieuses, parce qu'on sait que la langue, elle peut être porteuse de la force et de l'indépendance culturelle et de la force du collectif. Mais une langue, en soi, ce n'est qu'une langue. Je veux dire, le Libanais qui est chrétien ou le Marocain qui est juif, il parle aussi arabe. Je veux dire, on prie en arabe dans les églises à Bethléem. Donc, on sait pertinemment qu'il n'est pas du tout question d'islamisation. Mais on sait que ça peut être porteur de fierté. Et c'est là que la langue peut être vraiment un outil de changement très fort. J'ai cité cet exemple parce que pour moi, il y a un lien en fait avec la manière dont on présente la langue amazigh comme une chose obscure, comme ça a été fait dans le passé, comme quelque chose, souvent on disait que c'était lié au rite païen, que c'était lié à la mythologie amazigh qui était vue comme une chose du passé et qui serait aussi opposée aux croyances religieuses. Mais aujourd'hui, dans mon identité, par exemple, je suis capable, moi, de reconnaître que il y a ces schémas destructeurs, d'une part, liés à l'impérialisme, mais qui a quand même moyen, pour moi, d'être sincèrement en accord avec ma foi religieuse, et sont des choses qui sont très distinctes. Et d'ailleurs, toute personne qui parle aujourd'hui l'arabe marocain, qui s'appelle le Darija, et qui parle non pas le Tmazirt, il devrait être honnête sur le fait que cette langue, elle ne ressemble en rien à l'arabe classique. Je veux dire, pour les personnes qui savent comment sonne l'arabe classique, l'arabe qu'on parle au Maroc n'est pas du tout de l'arabe classique, mais c'est simplement un mélange de notre histoire. C'est quelque chose de très, très complexe c'est un mélange entre l'arabe, le tmazirt, le français et l'espagnol, entre autres, parce qu'il y a encore plein de choses qui s'y ajoutent. Mais trop de personnes trop fiers qui se disent arabes et qui se revendiquent fièrement arabes se désolidarisent en fait des mouvements amazighs simplement à travers la langue. Et donc, pour eux aussi, la langue est porteuse en fait de leurs mouvements à eux. Là aussi, ce sont souvent des mouvements qui ont du mal avec leur africanité et qui se désolidarisent souvent des mouvements amazighs pour cette raison-là. Mais ça, c'est un autre sujet. Et si je démarre là-dessus, vous allez me perdre. Mais tout simplement, là, ce que je voulais rapporter, c'est vraiment le fait et l'importance de reconnaître toute cette nuance et que cette fierté, elle nous aide à nous structurer et non pas, comment dire, que ce ne soit pas une fierté destructrice, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'idée du folklore, que ça ne devienne pas quelque chose simplement dans le paraître, mais que ce soit vraiment dans le fond de notre message et dans le fond de nos actions. Et peut-être pour me recentrer, pas pour être égocentrique, mais parce qu'encore une fois, moi, je ne suis pas théoricienne, mais je crois vraiment qu'à travers les exemples, on a plus de moyens de se faire comprendre. Mais la langue, elle est très importante pour moi dans mon travail de tous les jours, par exemple, parce que je fais du documentaire. Et mon documentaire, je le fais tout le temps en tmazirt. C'est très important pour moi. Mon premier documentaire, par exemple, d'ailleurs non, je parlais du premier, où ma grand-mère parle en tmazirt. Et c'était pour moi dingue de pouvoir inviter, par exemple, mon propre père qui ne sait ni lire ni écrire dans une pièce, qui puisse regarder, qui puisse voir un documentaire, en comprendre la nuance et la complexité comme aucune autre personne dans la pièce ne pourrait le comprendre, ce documentaire, et qu'il soit fait pour lui, qu'on cater en fait cet art à quelqu'un avec son profil, de sa démographie, et qu'une autre personne ait à faire cet effort supplémentaire que de lire le sous-titre et d'avoir à, comme je l'ai dit, faire cet effort-là. Et donc, cette revalorisation de notre propre langue et du fait de créer des espaces où cette langue est valorisée aussi en soi, toute seule dans ce documentaire en y paraissant, c'est quelque chose de très important qu'on peut faire dans notre travail de tous les jours. Et j'ai trouvé très intéressant certains points que Calvin a abordé tout à l'heure sur la valorisation aussi de la langue à l'école, parce que c'est un travail que je fais aussi sur le terrain avec les enfants avec lesquels je travaille, et notamment dans un conseil de la ville sur les questions du multilinguisme, où on voit vraiment qu'il y a un manque de valorisation des langues que les enfants issus de l'immigration parlent quand ils arrivent en maternelle. Il y a souvent ce processus... Fatima Zora? Oui. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, désolée de t'interrompre, mais je vais te demander de conclure, s'il te plaît, parce qu'on aimerait passer... Il faudrait qu'on passe... Ok, ça va. Je te laisse conclure alors. Mais du coup, j'ai dit que je n'allais pas m'étaler, je me suis étalée plusieurs fois. Désolée. Donc, je parlais des enfants, mais donc, quand ils arrivent à l'école, il y a vraiment un processus il y a vraiment des choses très automatiques que certains professeurs font, où ils punissent l'enfant qui parle une autre langue, et où là, on est en train de mener plusieurs études, d'ailleurs, avec l'ULB et l'UCL,
où ces universités se rendent même compte qu'il y a, comme Calvin l'a dit, le fait de ne pas maîtriser sa langue maternelle mène souvent à plus de difficultés dans le parcours scolaire de l'enfant, et en plus mène aussi au fait ou bien de se désolidariser de sa propre langue et d'aller vers l'autre, ou bien l'inverse, et au final d'en maîtriser aucune. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure plusieurs fois, cet apprentissage des langues, cette valorisation des langues, elle mène et elle forge vraiment l'amour-propre, et ça a toujours été un fil conducteur dans le travail qu'on a fait avec Image Irène. Et je vais peut-être finir sur une note cucu vite, avant que Gladys me vire du live. Mais moi, je me dis souvent que pour me motiver moi-même à parler la langue de mes grands-parents, que c'est souvent dans cette langue-là que nos ancêtres priaient pour nous, et que donc le fait de leur rendre à l'appareil en étudiant et en mettant ces choses sur papier en leur langue, c'est, comme je l'ai dit, leur rendre l'appareil. Merci beaucoup. J'ai fini. D'accord, ben merci beaucoup à tous les intervenants pour leur témoignage. Maintenant, nous allons passer à la partie des sondages posés par les intervenants à tous nos membres par rapport à tout ce qui a été dit ce soir. Je vais laisser notre président mettre le diaporama. Je m'en occupe tout de suite. Attendez. J'espère que vous allez tous bien. J'essaie de mettre ça. Attends. Est-ce que ça s'affiche? Attends. Où suis-je? Ça s'affiche maintenant. Attendez. Ça va s'afficher. Hop. Est-ce que vous le voyez? Ça charge. Ok, super. Ok, il faut couper un micro apparemment. Ok. D'accord, donc les deux premières questions ont été posées par M. Michael Missy. La première était, accepteriez-vous que votre enfant, dans son parcours scolaire, ne soit enseigné que dans une langue africaine? Donc là, nous avons 60% de oui, donc 60% de personnes qui accepteraient que leur enfant reçoive un enseignement dans une langue africaine, et 40% de non, donc 40% de personnes qui n'accepteraient pas que leur enfant reçoive un enseignement dans une langue africaine. La seconde question était, alors, si l'Afrique devenait un État fédéral, selon vous, quelle serait la langue commune? Donc, si l'Afrique était un État dont tout le monde parlerait la même langue, quelle langue serait choisie? Donc, nous avons en majorité le Swahili qui est ressorti, mais nous avons aussi des petites minorités comme l'anglais, le français ou bien le Wolof. Donc, je vais laisser M. Michael Missy nous donner son avis sur ces réponses. Alors, par rapport à la première question, c'est-à-dire est-ce que vous accepteriez que votre enfant étudie dans une langue africaine? Eh bien, si l'enfant est africain, bon, ça marche pour l'Afrique, mais ça marche pour n'importe quelle partie du monde. Je vais expliquer pourquoi c'est important. Prenons l'exemple d'un enfant qui est dans un pays. Allez, je vais prendre le Congo parce que c'est celui que je connais le mieux et parce que les exemples vont aller dans ce sens. Prenons aussi un petit Français. Et les deux vont étudier ensemble vont étudier donc des cours de français. Alors, dans un cours, par exemple un cours de sciences, eh bien, vous allez voir que le petit Français sera avantagé. Pourquoi? Parce que, premièrement, les termes scientifiques, hein, j'ai connu ça d'ailleurs, parce que je suis arrivé en Belgique à l'âge de 10 ans, et je parlais mieux français que d'autres, et donc j'ai vu des jeunes arriver. Par exemple, on a eu une vague de jeunes qui arrivaient d'Albanie, et j'ai pu voir les problèmes qu'ils rencontraient dans l'apprentissage. J'ai aussi côtoyé énormément d'élèves du Maroc et dont les parents parlaient arabe, ou disons plutôt darija à la maison. Et donc, voici les choses que j'ai pu constater. C'est que lorsque le prof parle français, lorsqu'il va parler, eh bien, le français, c'est quoi? C'est les termes scientifiques du français sont tirés du latin. Et donc, quand on maîtrise le français, ou du grec aussi, hein, donc il faut avoir quelques notions de grec en français pour faire
des sciences. Hein, donc, enfin, oui. Donc, les mots scientifiques dont sont formés de ces deux dernières langues, un Africain dont la langue maternelle est africaine est automatiquement, que ce soit un Africain ou un autre, il est automatiquement désavantagé par rapport à quelqu'un qui est d'origine occidentale. Parce que cette personne d'origine occidentale qui parle la langue depuis toujours a ces termes déjà intégrés. Et donc, cet enfant qui devient, par exemple, scientifique, hein, supposons que ces deux enfants deviennent scientifiques, le français et l'africain, eh bien, le français ayant eu plus de facilité pendant sa scolarité, aura évidemment pu développer davantage sa compréhension du cours et obtiendra une plus grande liberté justement dans son travail et dans l'apport de nouveautés de sciences. Et surtout, il aura, par rapport à l'étudiant africain, une certaine confiance en lui que l'étudiant africain n'aura pas. Parce que l'étudiant africain, que ce soit africain ou autre, aura grandi dans l'idée que pour faire des sciences, il faut parler cette langue-là, et cette langue qui n'est pas la sienne. Et donc, quelque part, il détache un peu son identité africaine de l'identité française. Bon, je ne vais pas répéter ce que Calvin ou Fatima Zora ont déjà dit, hein, sinon ce serait redondant, mais vous comprenez à peu près l'idée. Et donc, perdant cette confiance, cet étudiant africain ou autre va apporter beaucoup moins à la science. Et donc, il aura tendance à regarder vers ce qu'auront fait les Français, par exemple les Américains, etc., plus à l'aise parce qu'ils étudient dans leur propre langue, ayant confiance en leur capacité, ayant confiance dans leur langue aussi pour transmettre la science, plutôt que d'innover, de travailler de lui-même. Ça, ce sont les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Donc, pour faire naître, je pense, une communauté de scientifiques africains intellectuellement indépendants, il faut qu'ils apprennent les sciences. Ce sont les sciences, mais autre chose aussi. Il faut qu'ils apprennent les sciences dans leur propre langue. Ils seront ainsi libres donc, de faire évoluer les sciences et à leur manière et même se reconnecter au vocabulaire scientifique de leur propre langue, parce que les langues africaines ont déjà en elles un vocabulaire scientifique. Par exemple, je prends un exemple avec le lingala que je connais très bien. Misisa, ce sont les veines et ça renvoie à l'anatomie, à la médecine. Les trois états de la matière en lingala sont makasi, bomai et molinga, c'est-à-dire la matière, enfin, le solide, le liquide et le gaz. Ce sont des mots qu'on utilise tous les jours sans se rendre compte de la même façon qu'on dit solide, liquide, gazeux en français. Mais à force d'apprendre en français, on oublie que ça existe aussi dans nos langues. Et après, je reçois des questions comme un jeune parce que ma structure, je donne des cours de lingala, un jeune qui me posait une question, tiens, est-ce que j'ai tendance à parler lingala, mais aussi utiliser des mots comme mais, donc, etc. en français. Est-ce que ça existe en lingala? Ça ne m'étonne plus parce que j'entends ça souvent. Mais j'ai dû lui expliquer que non, ce n'est pas parce que tu ne sais pas que ça existe que ça n'existe pas. Ces choses-là existent parce que cette langue n'est pas née hier. Donc les gens qui ont créé cette langue ont vécu sur la même planète que nous. Ils ont rencontré les mêmes problèmes que les autres peuples et ils ont trouvé des noms justement pour nommer ces objets et ces problèmes qu'ils ont rencontrés. Donc, comme je dis, ces mots existent dans nos langues et un enfant africain dont la langue maternelle est africaine progressera mieux et comprendra mieux son cours si on lui dit que l'eau est un bomaï. Hein, je ne vais pas évidemment tout dire en lingala parce que tout le monde ne parle pas lingala, mais si on lui dit que l'eau en lingala est un bomaï plutôt que l'eau est un liquide. Hein, il faudra déjà, parce que si vous lui dites liquide, supposons que ce soit un enfant qui ne maîtrise pas bien la langue française, déjà il faudra aller chercher le terme liquide, mélange miscible, etc., etc. Ce qui fait qu'il est en retard. Il est en retard par rapport aux autres qui, à force d'entendre cette langue-là, hein, qui sont environnés de cette langue, comprennent immédiatement le cours. Et du coup, quand vous lui transmettez le cours dans sa langue, il n'a pas à aller chercher dans le dictionnaire, à essayer de comprendre, etc. Et ce qui se passe justement quand cet étudiant étudie dans une langue qu'il ne maîtrise pas forcément, pour pouvoir réussir comme les autres, il est obligé de faire du par cœur. Le problème quand on fait du par cœur, c'est que même si on a très bien retenu les phrases par cœur et qu'on les retransmet comme ça lors d'un oral ou lors d'un examen écrit, ça ne signifie pas qu'on l'a compris. Et ça, j'imagine que tout le monde
Tout le monde s'en doute. Hein. Et donc, ça, comme je le dis, donc ça touche le petit africain, mais ça touche aussi le petit chinois, le petit asiatique ou le petit océanien, peu importe le continent. Voilà, je vais donner encore un autre petit exemple avant de m'arrêter là. Ben, lorsque vous dites à un petit Français 15 degrés Celsius, il comprend immédiatement que le Celsius est divisé en degrés. Donc, il s'agit d'une unité de mesure. L'enfant africain ou l'autre enfant qui n'a pas une maîtrise du français, hein, qui est d'une famille non francophone, il va mettre un peu plus de temps à comprendre cela. Quand vous allez lui dire 15 degrés Celsius, soit il va comprendre ça, soit si vous lui dites par exemple en lingala qu'il s'agit de ndelo et Celsius plutôt que de degrés Celsius, eh bien, il comprend beaucoup mieux parce que ndelo, le terme ndelo, signifie taux, bord, niveau, degré, borne. Il va donc comprendre que le Celsius est un élément qui comprend plusieurs degrés. Il s'agit donc d'une unité de mesure. Ce sont des petites choses comme ça qui paraissent parfois négligeables, mais qui en réalité donnent plus d'avantages à certains lors de l'apprentissage qu'à d'autres. Je vais finir avec un exemple très simple. Très simple. Un jeune d'origine albanaise avec qui j'étudiais en secondaire, bon, il avait un petit problème de compréhension avec le prof. Et là, le prof lui dit, le prof était très mécontent. Il s'était un peu disputé. Et le prof lui dit, je plains ta mère. L'autre l'a très mal pris. Pourquoi? Parce qu'à la cour de récréation, lorsqu'il entendait le mot « ta mère », c'était associé à une insulte. Voilà encore une des raisons pour lesquelles il est important d'enseigner, d'apprendre dans sa propre langue. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Missi, pour ces réponses. Maintenant, nous allons passer aux 3 prochaines questions. Et je tenais juste à rappeler à toutes les personnes présentes que vous aurez après, à la fin, le temps de poser toutes les questions que vous voudrez aux intervenants. Alors, les 3 prochaines questions ont été posées par Madame Fatima Zora, qui va nous répondre brièvement vraiment sur les réponses qui ont été données. Alors, l'une des premières questions est quelle est la connotation du mot berbère, enfin la connotation à laquelle vous donnez le mot berbère. Ce qui ressort le plus vraiment, c'était le mot barbare ou une population des montagnes. Nous avons aussi eu quelque chose d'ancien. Ensuite, la seconde question était un vrai ou faux. Est-ce qu'il existe près de 26 langues berbères? Nous avons 78,1% qui pensent que c'est vrai, il existe 26 langues berbères, et 21,9% qui pensent que c'est faux, il n'existe pas 26 langues berbères. La dernière question posée par Madame Fatima Zora était d'énumérer 5 pays dans lesquels l'amazigh est parlé aujourd'hui. Les pays qui ressortent le plus sont le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, mais nous avons aussi eu la Mauritanie ou bien la Turquie. Donc, je vais laisser Madame Fatima Zora nous répondre brièvement sur ces réponses. Ok. Je ne pense pas que le deuxième illustre grand-chose. Par contre, le premier, le fait que les gens reconnaissent directement ce mot, en tout cas en français, et cette ressemblance entre les mots berbères et barbare, fait que pour moi, ils sont encore très étonnants aujourd'hui qu'on ait du mal à expliquer aux gens pourquoi ce mot n'est plus trop à utiliser dans notre langage. C'était plutôt... Moi, je pensais que les questions seraient avant, en envoyant les questions, mais du coup... Mais la dernière est très intéressante, parce qu'encore une fois... Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment ce lien qu'on crée, en tout cas dans notre subconscient, entre le Maghreb et Tamajra, et donc le fait que la majorité de personnes amazighs seraient maghrébines, ce qui n'est absolument pas le cas. Et donc, c'est très intéressant pour moi de voir ce que je sais déjà, mais... En fait, non, c'est pas très intéressant, mais c'est juste, voilà, ça illustre plutôt mon propos et l'importance vraiment d'avoir une reconnaissance de ce peuple-là et d'avoir un apprentissage sur ces questions. Je l'ai dit d'ailleurs à Aril, si je ne me trompe pas, Arilson, avec qui j'ai eu l'appel, que le fait d'être invité à un événement Binabi, pour Imaginarium, par exemple, c'est quelque chose d'assez de super, comment on dit, je suis très honorée parce qu'on est présent dans beaucoup d'espaces où on parle de décolonisation et d'anticolonialisme aussi, mais ne pas être reconnu à travers nos apparences, surtout physiques, et nos appartenances religieuses dans des espaces panafricains, fait aujourd'hui qu'il y ait vraiment une diaspora nord-africaine qui soit complètement perdue dans son africanité, et donc de pouvoir ouvrir
enfin ce sujet sur quelque chose qui a l'air assez nouveau, mais qui ne l'est pas. Je veux dire, Frantz Fanon a fait ce travail en Algérie, aux côtés de la revue littéraire, par exemple, Souffle Enfes, qui était une revue panafricaine menée par des écrivains marocains pendant près de 2 décennies, qui est un travail extrêmement important qui a été fait sur les sujets de décolonisation et qui est une revue comme très peu en ont existé, vraiment où énormément d'écrivains, de chercheurs, de révolutionnaires du continent tout entier ont été rassemblés dans un seul journal. C'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. C'est quelque chose qui s'est dissipé, qui est disparu avec le temps, on ne va pas se mentir, majoritairement lié à des questions de négrophobie au sein de la communauté nord-africaine. Mais le fait de pouvoir enfin parler de ces sujets, c'est une des choses les plus importantes dans mon travail. Et donc, cette question-là illustre bien ce propos. D'accord, merci beaucoup, Madame Fatima Zora, pour vos réponses. Maintenant, nous allons passer aux 2 prochaines questions, les 2 dernières questions qui ont été posées par Monsieur Calvin Suarez. Alors, l'une de ces premières questions est: trouvez-vous qu'une langue africaine est plus riche qu'une langue occidentale? Nous avons 85,3% qui pensent que oui, qui pensent donc qu'une langue africaine est beaucoup plus riche qu'une langue occidentale. Et nous avons 14,7% qui pensent que non, une langue africaine n'est pas plus riche qu'une langue occidentale. La dernière question posée était: voulez-vous donner en priorité un nom africain à votre enfant? Nous avons 80,3% de nos membres qui voudraient donner un nom africain en priorité à leurs enfants et 19,4% qui ne voudraient pas donner en priorité un nom africain à leurs enfants. Je vais laisser M. Suarez répondre à ces questions brièvement, enfin donner son avis. Oui, merci. Alors, si j'ai posé ces 2 questions, c'est tout simplement parce que les langues maternelles, les langues d'origine sont absolument importantes. Et sachant que le Binabi est quand même un cercle afrodescendant, c'était aussi voir un peu la conscience, en fait, des étudiantes et des étudiants sur ces questions. Je suis content quand même qu'ils trouvent que les langues africaines sont plus riches. Néanmoins, je dois préciser que sur tous les continents, on a beaucoup de langues riches. C'est-à-dire que sur le continent africain, par exemple, le Swahili, je trouve que le Swahili est une langue extrêmement riche. Il y a des langues qui sont dans leur technique de construction beaucoup plus riches que d'autres. Et ça, on retrouve ça sur tous les continents. Par exemple, si vous prenez le latin ou l'italien aujourd'hui, ce sont des langues extrêmement riches par rapport à d'autres sur le continent. Il ne s'agit pas de dénigrer une langue ou une autre, mais il y a des langues sur tous les continents qui sont extrêmement riches. Sur les noms africains, vous savez, il y a un proverbe qui appartient à plusieurs peuples africains qui dit que le nom suit toujours l'enfant. Ça, c'est absolument important. Et vous ne vous trompez pas. En France, aujourd'hui, ce qui se passe est extrêmement grave. Lorsqu'on va jusqu'à dire qu'il faudrait que les gens changent de nom de famille, ou en tout cas que l'on impose aux personnes d'origine étrangère, ou en tout cas d'ascendance étrangère, des noms à consonance française. Et vous savez, il y a une espèce d'instrumentalisation de cette question de nom au profit de la politique. Parce que l'un de ceux qui professe ça, Éric Zemmour, son nom n'est pas d'origine française. Éric, c'est un nom d'origine viking, en fait, en réalité. On a toute une série de prénoms comme ça qu'on a essayé d'imposer. Et donc, le nom, le prénom est absolument fondamental. Prenez les leaders africains, par exemple, qui ont porté le combat durant les indépendances. Prenez un pays comme le Congo, la République démocratique du Congo. Beaucoup d'entre eux avaient, ou en tout cas ce qu'on montrait publiquement, c'était des prénoms entre guillemets chrétiens. Symboliquement, c'est important. La symbolique est importante dans la tête des gens. Si nous voulons assumer que nous vivons à Bruxelles, par exemple, et que Bruxelles est une ville multiculturelle,
Pourquoi aujourd'hui, lorsqu'une femme et un homme blanc, en guillemets, donnent des noms qui ne sont pas considérés comme, je mets encore en guillemets, judéo-chrétiens, on les critique. La, la multiculturalité, ça ne va pas dans un seul sens. En fait, derrière le mot intégration, beaucoup de gens, y compris en ce qui concerne les prénoms, cachent le concept d'assimilation. Et l'assimilation commence toujours par le prénom. Quand on vous interdit, ou en tout cas quand on vous enlève la possibilité d'afficher fièrement votre prénom, et surtout beaucoup de prénoms africains ont un sens. Hein? Beaucoup de prénoms européens n'ont pas de sens, en réalité. Beaucoup de prénoms africains ont un sens. Et donc, c'est la destination de l'enfant. Ça le suit et ça lui donne, c'est une boussole, en fait. Donc, c'est absolument important que, moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner de nom européen, mais il faut qu'il y ait un nom africain quand même. Moi, je pense que c'est absolument important d'avoir un nom africain qui permette de donner un sens à l'origine de là où on vient. Et donc, c'est fondamental, selon moi. Merci beaucoup pour ces éclaircissements à ces questions. Encore une fois, merci à tous nos intervenants parce que toutes vos interventions, elles étaient vraiment super intéressantes et je pense que tous nos participants ont énormément appris. Et donc maintenant, on arrive à la partie de la soirée, là où les participants vont pouvoir poser leurs questions. Et pour ce faire, vu qu'on est en ligne, on va procéder de deux manières différentes. Alors, vous avez la possibilité, lorsque vous regardez les participants à cette conversation, de lever la main. Ce qui veut donc dire que si vous avez une question à poser, il vous suffira de lever la main et puis vous serez interrogé au fur et à mesure pour que vous puissiez poser votre question à l'intervenant de votre choix. Et pour les plus timides d'entre vous, il est tout à fait possible de mettre votre question par écrit dans la conversation. Donc, vous avez un petit onglet sur lequel il est écrit « Converser » avec une petite bulle. Et il vous suffira tout simplement d'inscrire votre question avec l'intervenant à qui cette question doit être posée et je me chargerai de faire l'intermédiaire. Donc, voilà, je vous laisse commencer à lever vos mains ou à poser vos questions. Ne soyez pas timide, hein. Vous pouvez le mettre par écrit. Est-ce que tout le monde m'entend bien déjà? J'entends bien. Rappelle un peu comment il faut lever la main. Mais Gigi, il a Je vais posé une revenir dans question. la partie. Bonsoir, est-ce que Alors, je il y peux a poser ma une question? personne qui lève la main. Il y a une personne qui lève la main. Je vais regarder ça tout de suite. Alors, je vois que Gigi Machini lève la main. Tu as la parole, tu peux poser ta question. Ça va. Ben, bonsoir déjà et bonsoir aux intervenants et merci pour tout ce que vous avez dit, c'était assez intéressant. Et moi, la question que je voulais poser, c'est pour les trois, hein, du coup. Quelle est la différence entre un dialecte et une langue? Et je voulais savoir si ça résidait dans le fait que c'était au nombre de locuteurs ou si c'était autre chose. Donc voilà. Monsieur Michael Missy, vous pouvez peut-être commencer. Bien, pour moi, en fait, la différence entre dialecte et langue, c'est plus une question de perception. Parce que un dialecte, on aura tendance à vous dire qu'un dialecte, c'est une sous-langue qui est créée à partir d'une autre langue, etc., hein, une langue qui appartient à un groupe, etc. Mais si on s'en tient à cette définition, toutes les langues sont des dialectes, puisque le français vient d'un mélange de latin
hein, et de langue celte. Le latin lui-même est une langue qui est de la famille germanique, qui est un mélange d'autres langues, etc. On aura beau remonter comme ça, même jusqu'à 200 000 ans, pour retrouver les langues d'origine. Donc, selon cette définition-là, il n'y a pas vraiment de dialecte. Tout est dialecte. À ce moment-là, je préfère en fait appeler langue. Pourquoi est-ce que d'ailleurs on utilise pourquoi est-ce qu'on appelle certaines langues des dialectes et pourquoi on appelle d'autres des langues? C'est parce que c'est une volonté en fait de diminuer certaines langues. Ça a été utilisé énormément durant la période coloniale. Toutes les langues africaines étaient devenues des dialectes, alors que ce sont des langues qui sont parlées par des millions de personnes, etc. Ce sont des langues qui étaient les langues de pays avant la colonisation, etc., des empires, etc. Ce sont des langues qu'on a ensuite appelées dialectes, dans un but de diminuer. Voilà un peu pour moi ce que c'est qu'un dialecte. Fatima Zora, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter par rapport à la distinction entre langue et dialecte? J'ai pas grand-chose de plus à dire que ce que Michael a dit, mais ce qu'il faut aussi savoir que les dialectes sont vus comme étant des langues en fait naturelles, en fait une certaine, comme ça a souvent été appelé des extensions de langue. Et donc, comme Michael l'a dit, il n'y a aucune nécessité d'appeler des langues à part entière des dialectes, mais ça a été très volontairement fait pendant très longtemps par rapport à des langues très largement parlées, maîtrisées, qui étaient vraiment spécifiques à des peuples tout entiers pour diminuer l'importance de ces langues et l'importance culturelle de ces langues. Mais je ne suis pas linguiste, donc je ne pourrais pas en dire beaucoup plus que ça. D'accord, parfait. Et Monsieur Soares, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter? Oui, non, juste un exemple pour que les gens puissent comprendre. Je pense que ce que Michael a dit sur la manière dont la colonisation a essayé de dévaloriser les langues africaines en les traitant de dialectes et ce que Fatima a dit en termes d'extension linguistique. Donc, on a un groupe linguistique qui a une langue et puis on a des variétés de cette langue. Ce sont ces variétés que l'on considère comme étant des dialectes. Et donc, si on prend une langue comme le Fang, donc, il y a des variantes, comme le Ewondo au Cameroun ou comme le Beti, par exemple. Mais c'est le même groupe linguistique qui appartient au même peuple, en réalité. Hein? Et donc, voilà, il y a une langue qui est celle du groupe linguistique, et puis les différences qui sont liées au déplacement, mais aussi à la colonisation, vont faire que petit à petit, certains éléments vont différer. On sait très bien, par exemple, que c'est comme l'anglais. Hein. C'est tout bête, mais c'est comme l'anglais. L'anglais d'Angleterre, ce n'est pas le même que l'anglais américain, en fait. Et donc, historiquement et géographiquement, il y a certaines différences qui se font, mais la famille linguistique reste la même. Ce sont les variétés qu'on appelle les dialectes. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Njal, il y a une question pour vous dans le chat. Alors, je vais vous la lire. Donc, bonsoir, Monsieur Njal. Vous avez souligné le fait que les frontières coloniales ont séparé nos langues. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce serait possible de recréer à nouveau des liens entre ces langues pour retrouver un peu de ce que nous avons perdu de la colonisation? Alors, en fait, les langues, effectivement, on a essayé de dominer les peuples à travers la séparation des langues. Néanmoins, il faut dire que certains peuples continuent à entretenir, du point de vue des traditions, les langues. Je donne un exemple concret. Les Baoulés de Côte d'Ivoire, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la reine Pokou. Donc, je vais faire bref. En fait, le foyer originel des Baoulés se trouve, donc les Baoulés, c'est le peuple, l'un des grands peuples de Côte d'Ivoire qu'on trouve au Ghana et en Côte d'Ivoire. Leur foyer originel se trouve chez les Akans. Donc, les Akans, ce sont des gens qui sont liés aux Ashantis au Ghana. Donc, c'est une guerre successorale qui a amené les Baoulés, donc les Akans, donc ceux qui ont perdu la guerre successorale,
ce sont donc les partisans de la princesse Pokou qui vont quitter le Ghana et aller s'installer en Côte d'Ivoire. Mais pour faire les traditions, pour, disons, les rites initiatiques, eh ben, on revient souvent au foyer originel. Les rites initiatiques les plus importants, on les fait au Ghana. Même certains se font au Togo, à Mango, chez les Djokossi, ce sont les mêmes peuples en fait. Et donc, on a ces liens qui continuent à travers les langues. Maintenant, là où il y a un problème, c'est quand on monte les peuples qui souvent sont les mêmes les uns contre les autres. Donc, si vous prenez les peuples Congo qui se trouvent des deux côtés du Pool, du Stanley Pool, en guillemets, Stanley Pool qui est un nom colonial qu'il faudra changer d'ailleurs, ou qui se trouvent au nord de l'Angola, eh bien, c'est les mêmes. Mais l'instrumentalisation politique va amener parfois certains Congos de l'autre côté du fleuve à considérer que ceux-là, ils ne sont pas vraiment comme nous. Certains vont dire vraiment les gens de là, ils sont un peu sauvages, etc. Ça, ce sont des choses qu'on entend. Hein? Et donc, c'est là que se trouve vraiment le problème. Et donc, on va voir que certains dirigeants vont arriver et vont essayer par les traditions, en dénaturant les traditions, vont essayer d'imposer certains éléments linguistiques dans la langue qui existe et qui appartient à des peuples qui se trouvent de plusieurs côtés des frontières. Mais en réalité, aujourd'hui, on a encore des liens qui se font malgré les frontières. Je termine par ce que Lumumba disait. Il disait aux Congolais, nous avons besoin de construire une nation. En fait, le nationalisme congolais, il commence avec Lumumba. Donc, beaucoup de choses que Mobutu a repris, c'est Lumumba qui le lui a appris. Mais il a dit la valorisation des cultures. Donc, il faut éviter l'ethnisme, le tribalisme du point de vue linguistique au niveau politique, parce qu'il faut qu'on s'unisse au niveau politique. Mais au niveau culturel, il faut valoriser les langues, il faut continuer à valoriser les cultures. Et s'il le disait, c'était justement pour éviter qu'il y ait des compétitions liées à l'origine et à la différence entre les langues, alors qu'à l'origine, on a des grandes familles qui se rapprochent. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre question qui s'adresse à Fatima Zora et qui est la suivante. Le darija marocain, selon la définition de M. Soares, se définit-il comme une langue ou un dialecte? Alors là, par contre, il y a vraiment des certitudes parce que des linguistes, justement, nord-africains ont fait ces études-là et vraiment on dit que la Darija marocaine et que en fait, il y aurait un groupe linguiste de Darija au Maghreb et de là plusieurs dialectes au Maroc, en Algérie et en Tunisie, mais vraiment considérée comme une langue parce qu'elle est incomparable. Il y a toute une construction de phrases, par exemple, la grammaire de l'arabe marocain, entre guillemets, ressemble plus du tout à la construction de phrases, par exemple, en arabe classique qu'on parlerait en Arabie Saoudite. Donc, les langues sont bien trop différentes et ont bien trop évolué à travers l'histoire d'après le contexte maghrébin que pour pouvoir être vu comme étant un dialecte de l'arabe classique. Donc, c'est une langue. Merci beaucoup. Alors, il y a une question qui a été posée par Milady Renoir. Malheureusement, je ne la comprends pas. Donc, est-ce que ce serait possible qu'elle la paraphrase ou qu'elle la réécrive dans le chat pour que je puisse la poser et qu'elle indique à quel intervenant elle aimerait la poser? En attendant, je vais passer à une autre question. Alors, question pour les trois intervenants. Alors, on parle souvent de langue riche ou langue pauvre, mais quels éléments objectifs sont utilisés pour qualifier la richesse d'une langue? Fatima Zora, vu que vous êtes là, vous pouvez commencer. Souvent, pour parler de ça, on compare l'anglais et le français. Je trouve que c'est un très bon exemple. L'arabe peut aussi être utilisé pour parler de ces choses-là. Il y a une facilité à exprimer des sentiments très spécifiques, une émotion très spécifique en français qui est plus difficilement possible en anglais. Et c'est propre à la profondeur des mots, à leur signification, au fait que souvent ils puissent se déployer ou non pour
comment dire, décrire plusieurs situations différentes, mais aussi la richesse du vocabulaire. Et je pense que cette richesse de vocabulaire, c'est pour moi un des éléments que j'utilise pour approcher une langue comme étant riche ou ne l'étant pas. Mais oui, d'après la richesse du vocabulaire. Monsieur Michael Missi, vous aurez quelque chose à ajouter à cette question? Pas plus que ce que dirait Fatima Zora, hein. C'est vraiment la richesse de vocabulaire. Il faut savoir qu'une langue qu'on peut dire riche aujourd'hui, ou pauvre aujourd'hui, a été riche avant. Hein, les langues évoluent et certaines langues peuvent être abandonnées, puis reprises. Et au moment où elles sont réutilisées, je prendrais par exemple l'exemple de l'hébreu dans les années 60, un peu avant la réémigration des Juifs après la Seconde Guerre mondiale. L'hébreu est devenu la langue principale de leur nouvel État. Bah, cette langue n'avait pas changé depuis 2000 ans. C'était la langue liturgique. Elle était utilisée dans les rites religieux, mais pas comme ça tous les jours. Donc, il manquait énormément de mots de vocabulaire qu'il a fallu recréer, etc., pour actualiser la langue. Et là, elle est passée d'une langue pauvre à une langue riche. Et c'est le cas oui, voilà, c'est le cas pour beaucoup de langues. Hein. Une langue peut se retrouver à un moment de sa vie, si on peut dire ça, pauvre, parce qu'il lui manque justement les vocabulaires nécessaires pour être utilisés au quotidien à l'époque où on parle. Et il est peut-être important, justement... Oh, pardon. Oui, je te laisse la parole, vas-y, il n'y a pas de souci. Par rapport à ce que Michael vient de dire, justement, le fait que nous puissions introduire des langues dans certains contextes où ces langues n'ont pas l'habitude d'exister peut faire en sorte que ces langues évoluent aussi avec le temps, parce que moi, par exemple, j'estime avoir une maîtrise pauvre de l'amazigh dans le sens où je ne pourrais pas parler de politique en cette langue-là. Et ça a été une langue pauvre en termes de politique pendant très longtemps. Mais le fait qu'elle soit introduite par des parlementaires amazigh depuis très peu d'années dans ces contextes-là fait aussi, comme Michael l'a dit, qu'avec le temps, de manière très organique, ces langues s'enrichissent en vocabulaire, mais aussi en espace où les langues sont présentes. Donc c'est quelque chose qui va aussi de notre manière d'utiliser la langue. Alors, il y a une autre question qui est revenue à 2 reprises, donc je vais essayer de reformuler pour que ce soit... Ou peut-être je vais lire une des deux fois où c'est intervenu, parce que c'est la même idée dans les 2 questions. Et elle est posée à Monsieur Calvin Soares, et elle demande, par rapport aux générations futures, comment pouvons-nous transmettre la culture africaine sans aliénation, qui fait que certaines personnes dévalorisent leur propre culture et donc leur langue? Calvin, il est encore là? Oui, je suis là. Désolé, je n'avais pas allumé mon micro. Non, je disais que justement, pour valoriser les langues et pour les apprendre, pour ne pas tomber dans l'aliénation, il faut créer le plus d'espace possible, d'espaces où ces langues sont valorisées. Il y a des espaces d'apprentissage comme ce que Michael fait, mais il y a des espaces où on doit créer des rituels. Par exemple, je sais qu'il y a une initiative que moi je soutiens très clairement pour qu'il y ait un dialogue intergénérationnel au sein des communautés afrodescendantes. Je pense que plus on multiplie les espaces où on installe des rituels visant à valoriser les langues et à se comprendre, parce qu'évidemment, les langues africaines sont multiples, c'est une richesse, mais on sait très bien qu'il y a des liens entre ces langues-là. Il suffit, vous savez, les langues sont fortement liées aux traditions. Il y a une tradition que nous partageons, c'est la dot. Alors, c'est là où parfois tous les liens positifs se créent, c'est là où des problèmes peuvent se créer aussi, parce qu'on ne se comprend pas ou parce que, justement, il y a des convergences. Et donc, moi, je pense, personnellement, parce que quand les gens font des dots, ils mettent des costumes, vous savez, à l'africaine, etc., liés à leurs origines. Je pense que c'est bien, mais pourquoi est-ce que nous ne prendrions pas l'habitude de dire, en fait, il faut parler nos langues lorsque nous faisons les cérémonies de dot.
Donc, on peut trouver des traducteurs. Hein? Ce sont des moments importants. Et donc, les espaces qui sont créés, qui visent à ritualiser, qui visent à créer des rites et à ritualiser un certain nombre d'événements et de rencontres, nous devons amener les enfants, les jeunes, à fréquenter ces espaces-là. Il faut créer des espaces pour des enfants, il faut créer des espaces pour des rencontres, y compris avec des gens qui ne sont pas africains. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que plus on va parler vos langues dans d'autres cultures, et plus la langue va être vivante et va s'étendre. Et donc, moi, s'il y a des non-africains qui vont étudier le lingala, moi, je suis content. Pourquoi? Parce que ça fait encore plus de locuteurs pour le lingala. Et le lingala est encore plus vivant. Donc, ne restons pas sur la petite lorgnette de la langue nous appartient, donc c'est à nous de la parler. Si une langue, pour qu'elle puisse être préservée, si le latin a pu influencer beaucoup de langues, l'espagnol, le portugais, le français, etc., c'est parce qu'il y avait énormément de gens, y compris des gens qui n'étaient pas d'origine romaine, qui parlaient le latin. Et donc, je pense qu'il faut multiplier des espaces où nous pouvons, en tant qu'Africains, parler nos langues, y compris en trouvant des traducteurs, pour pouvoir nous entendre. Et des espaces d'apprentissage comme ceux que, en tout cas, nous investir. Moi, à l'époque, je soutenais une initiative qui s'appelait Kiliswati. Kiliswati, c'était les 4 langues. Donc, le Kikongo, le Swahili, le Lingala, le Kikongo, le Lingala, le Swahili et le Chiluba. Et donc, il y avait cette initiative qui avait été mise en place ici à Bruxelles. Et donc, il faudrait que nous puissions nous organiser pour multiplier ces espaces d'apprentissage et de rituels et de ritualisation. Merci beaucoup. Alors, il y a une question pour Fatima Zora qui était par rapport aux propos que vous avez tenus, et la personne aimerait que vous développiez le fait qu'une langue pourrait s'enrichir si elle est introduite dans un milieu où elle n'a pas d'habitude d'être, car elle n'a pas trop compris ce propos. Eh bien, par exemple, ce que Michael a dit, il y a aussi un vocabulaire qui est créé quand il n'existe pas dans une certaine langue, il est créé, ou tout simplement, il y a des sensibilités qui s'ajoutent à la langue qui n'existaient pas avant. Pour illustrer, hein, j'ai pour la première fois parlé ouvertement de sexualité avec des personnes issues de la première génération d'immigration en Belgique, parce qu'on a un groupe de parole sur ce sujet-là qui s'appelle Écho de femmes, et on a pour la première fois parlé de sexualité avec ces femmes-là en Tmazirt. Pour elles, c'était tout nouveau, parce qu'elles y étaient confrontées dans le vocabulaire que les enfants amenaient à l'école, dans les livres d'école, dans les petits formulaires avec quelques photos et quelques dessins qu'on reçoit quand on a pour la première fois à l'école de l'éducation sexuelle en 5e primaire, si je ne me trompe pas. Mais c'est un vocabulaire qu'on ne maîtrisait même pas, et qu'elles, de la première génération qui parle cette langue, entre guillemets, parfaitement, et qui n'ont parlé que cette langue tout au long de leur vie, ne maîtrisaient pas du tout. Et donc, qui elles-mêmes ont été à la recherche de ces mots. Et d'ailleurs, on y avait dédié tout un atelier de 4 heures. On a été à la recherche de ces mots. Et donc, on s'est rendu compte que ces mots faisaient absolument pas partie de notre vocabulaire. Donc, c'est par rapport à ça que je parle du fait d'enrichir notre langue, mais aussi notre perception de cette langue-là, en l'utilisant dans tous les contextes possibles pour être confronté à tout simplement à tous les mots et toutes les dimensions différentes que cette langue peut bien apporter. Je ne sais pas si c'était plus clair, je n'ai pas vu qui a posé cette question, mais peut-être si cette personne veut même le dire. Si la personne peut nous dire via le chat si c'est plus clair pour elle ou pas. En attendant, je vais passer à une autre question que je vais poser à Monsieur Michael Missi. Alors, que pensez-vous de la dimension énergétique magique de la langue? Lors des rituels spirituels, la résonance d'une langue elle a un impact sur la réalité, mais à un niveau invisible? Avez-vous lu sur ce sujet ou avez-vous une idée là-dessus? Bien, là, on va aborder un sujet qui est la spiritualité. Donc, puisqu'on doit parler de spiritualité et d'ésotérisme, effectivement, le fait de le dire dans une certaine langue, de dire certains rites dans une certaine langue, a de l'importance. Et je soupçonne d'ailleurs que c'est pour cette raison que la langue utilisée en islam est l'arabe. Et c'est peut-être aussi pour cette raison que la langue préférée dans le christianisme était le latin pendant très longtemps. Alors, ce qui se passe, c'est que
pour expliquer ça en prenant l'exemple de la spiritualité, des spiritualités africaines qui ont un socle commun, mais plusieurs images, plusieurs avatars différents, eh bien, dans la spiritualité africaine, comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'il y a une énergie cosmique que l'on pourrait appeler Dieu, et en dessous de cette énergie cosmique, très très bas, il y a le monde du vivant, il y a le monde des humains, hein, et le monde des humains, le monde des animaux, etc., qui s'incarnent, se réincarnent, etc., autant que nécessaire. Et dans cette spiritualité, l'être humain ne peut pas communiquer directement avec la divinité. C'est pour ça d'ailleurs que les Africains, à l'époque, ne priaient pas. D'ailleurs, si vous prenez un mot comme, par exemple, le mot en lingala, Kosambela, qu'on attribue à prier, en réalité, Kosambela veut dire plaider, tout comme au tribunal, en fait. Il n'y avait pas vraiment de mot pour dire prier. Et donc, il s'adressait à des intermédiaires, et ces intermédiaires étaient les ancêtres. Et donc, effectivement, pour créer un lien avec ces ancêtres, avec ces entités, pour créer ce qu'on appelle un égrégore, un champ énergétique, il était important de pratiquer certains rituels, d'avoir un certain mode de vie, d'utiliser une certaine manière de parler, une certaine manière de vivre. Et la langue, justement, permet, comment dire, de lier, sans vraiment trop compliquer les choses, de lier en fait l'élocuteur avec ces entités par lesquelles elles veulent se connecter spirituellement. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre les 3 dernières questions de la soirée et je vais commencer par laisser la parole à Florence qui avait la main levée. Florence, si tu peux rallumer ton micro pour poser ta question. Oui. Bonsoir à tous. Ok. Désolée, en fait, il y a une interférence. Oui, donc voilà, en fait, ma question était la suivante. C'était pour Fatima Zora. C'était par rapport justement au fait d'inclure les Nord-Africains à la question panafricaine, justement, au monde panafricain. C'est comment expliquer justement le fait qu'ils se sentent, pour la majorité, quand on pose la question, appartenir plus à la communauté arabe plutôt que communauté africaine? Est-ce que c'est le fait que justement ils utilisent la langue arabe ou que justement il y a la langue qu'ils utilisent, ce sont des dialectes, des dérivés de l'arabe qui fait qu'il y a une espèce de shift justement entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, ou est-ce que c'est lié à d'autres facteurs en fait? Que quand on pose la question, qu'est-ce qui fait que justement on ne sent pas une adhérence à l'Afrique? Il n'y a pas une espèce d'union entre les Africains du Nord et du Sud, mais que souvent ils vont casser et dire non, on est maghrébin, ou non, ils vont accepter le qualificatif d'arabe. Est-ce que c'est le fait de parler arabe qui fait que justement il y a cette distanciation parce que l'arabe n'est pas une langue africaine, ou c'est une toute autre problématique en fait? C'est une question à laquelle je pourrais répondre 10 000 choses différentes parce que c'est une question qui est très compliquée. Comme je l'ai dit, elle est complexe, aussi complexe que l'histoire du continent africain. Mais oui, la langue n'est pas à la cause de ça, mais a été un outil en fait de création de cette identité, de cette fierté arabe en Afrique du Nord. On a été un outil. Et d'ailleurs, je n'utilise jamais le Nord quand je parle d'Afrique du Nord, à moins de parler de spécificités nord-africaines. Il est important aussi aujourd'hui pour des personnes nord-africaines, maghrébines, de dire je suis africain et issu de la diaspora africaine, parce que cette spécificité fait toujours et crée toujours un clivage entre les deux qui est plus nécessaire si on veut parler de panafricanisme. Mais la religion, pour moi, est un des outils majeurs avec la langue et la langue à travers la religion qui ont été utilisés pour créer ce sentiment de fierté qui a créé avec le temps, avec l'impérialisme arabe, un clivage entre ces populations. Parce qu'on le ressent même dans d'autres pays africains où la religion a aussi été utilisée entre tribus pour justement créer des conflits intercommunautaires. Au même titre que ça, en Afrique du Nord, il y a vraiment, parce que quand on parle de maghrébins, il y a aussi des maghrébins noirs.
Et pourtant, il y a toujours un rejet de l'africanité, même dans ces populations-là, parce qu'on a, par exemple, comme j'ai parlé tout à l'heure des Keltamachers, des Tamashers, des Touaregs, où il y a vraiment ce sentiment et cette africanité qui est pas directement rejetée, mais en tout cas qu'on ne reconnaît pas à premier abord. Donc, on se considère vraiment d'abord comme étant maghrébin, parce qu'on se reconnaît dans les institutions maghrébines. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des campagnes qui ont été financées, c'est des choses qui ont été mises sur pattes. Le fait de dépeindre des populations entières comme étant très obscures, comme ne faisant plus partie, en tout cas n'ayant plus leur place dans la modernité, a fait que des personnes aient besoin d'un sentiment d'appartenance en le recherchant, en le trouvant autre part. L'art, c'est pour ça que je l'appuie, et c'est aussi parce que c'est une de mes activités principales dans ce que moi je fais, mais l'art a été pendant très longtemps utilisé comme outil de ça. Quand on voit, par exemple, quand on parle de l'arabe, le fait de ne pas se reconnaître dans des chansons, le fait de ne pas se reconnaître dans la parole publique, le fait dans les prêches, par exemple, dans le religieux, le fait de ne pas pouvoir suivre une prêche religieuse dans la langue qu'on voit comme étant la nôtre, qui est l'amazigh, a fait qu'avec le temps, les gens étaient arabisés et étaient forcés de renoncer à leur amazirité et se soit reconnu à travers le prisme arabe, à travers la culture arabe moyen-orientale, jusqu'à se sentir en faire partie. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui se considèrent étant arabes, vraiment, par exemple, des personnes... J'allais parler de Jbella, mais je ne vais peut-être pas faire ça. Je ne sais pas s'il y a des Marocains qui sont dans le chat, donc je ne vais pas dire de bêtises, parce que les Jbella prennent ça mal quand on le dit, mais qui se voient vraiment comme étant des personnes arabisées, mais sont tout simplement des imagirènes, non comme des personnes arabes plutôt, mais ce sont tout simplement imagirènes arabisées. C'est des personnes, il faut le dire aussi, à travers des sanctions dans le passé, on ne pouvait pas être commerçant en parlant de mazir. S'il fallait parler arabe, il fallait parler arabe pour pouvoir atteindre certaines sphères politiques ou certains espaces importants dans la société. Donc les gens étaient forcés de renoncer à leur identité culturelle et se sont sentis faire partie de quelque chose de plus grand. Il y a aussi plusieurs conquêtes islamiques dans le Nord qui, à travers la culture, ont vendu cette image irréelle, très poétique du Moyen-Orient. Donc, comme je l'ai dit, à travers des campagnes très bien ficelées. Donc, ça a créé cette envie de faire partie d'eux. Et ce sentiment d'infériorité, vous savez, on est moins bien que l'impérialiste européen, mais on est meilleur que la personne d'Afrique subsaharienne, qui fait qu'on se rejet de l'un, on le reporte un peu sur le rejet de l'autre. Donc c'est très complexe, c'est hyper compliqué, mais aujourd'hui on ressent vraiment une nécessité, comme j'ai dit, c'est rien de nouveau. Il y a des théoriciens et des révolutionnaires, il y a près de 100 ans, oui, il y a 100 ans maintenant, qui ont déjà mis ces choses-là sur papier et appellent à une vraie union entre tout pays qui a dû faire face à l'impérialisme européen, à l'impérialisme arabe, de s'unir pour se battre contre ces schémas-là. Et je ressens, en tout cas, autant au sein de la diaspora que là-bas. Là-bas, c'est encore plus compliqué parce qu'ils étudient encore dans ces écoles-là et dans ces comment on appelle ça, dans ces trucs scolaires. Désolée, j'ai perdu le mot. Mais en tout cas, ils étudient encore dans ces écoles-là, ils étudient encore cette histoire-là. Mais en tout cas, dans les diasporas, il y a une vraie nécessité de reconnaître enfin cette africanité et de la revendiquer. Je ne sais pas si la réponse était complète, mais voilà. Oui. Merci beaucoup. C'est parfait. Merci. Alors, l'avant-dernière question, c'est un peu dans le même thème que ce que Fatima Zora vient d'évoquer par rapport aux langues et la religion. C'est-à-dire que quelqu'un a demandé si la langue, a dit que la langue autochtone a été utilisée pour aligner ces populations spirituellement en leur permettant de prier dans leur langue ou en imprimant des livres comme la Bible en créole haïtien afin d'éradiquer le vaudou. Alors, qu'en pensez-vous? Pouvez-vous étayer? Peut-être, Monsieur Calvin, si vous avez une réponse à nous donner à ce sujet-là? Alors, effectivement, vous savez, lorsque le christianisme, par exemple, est arrivé en Afrique, on enseignait encore, on faisait les messes en latin. Donc, les prêtres, d'ailleurs, ne regardaient pas de face les fidèles. Donc, c'était vraiment traditionnaliste, etc. Mais, vous savez, l'impérialisme et le colonialisme ont une variante religieuse qui est le christianisme. En fait, au fur et à mesure, cet impérialisme et ce colonialisme se sont adaptés dans la mesure où ils ont compris que pour continuer à dominer les peuples, parce que les gens n'adhéraient plus à cette manière d'imposer la religion. Et donc, ils ont adapté, par exemple, la Bible dans les langues africaines.
ou en tout cas, ils ont suscité son adaptation. Et effectivement, ce que Michael a dit est absolument vrai. C'est-à-dire que, en réalité, quand on regarde beaucoup de religions ancestrales africaines, on considère qu'il y a un Dieu qui existe. Donc, c'est pour ça que le polythéisme dont on parle, bon, on l'a instrumentalisé pour pouvoir détruire les religions africaines. Mais les intermédiaires, ce sont les ancêtres pour pouvoir s'adresser à ce Dieu-là. Donc, évidemment, le vaudou en fait partie. Le vaudou, c'est-à-dire c'est une religion, mais pas seulement, c'est une culture aussi. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Ce n'est pas seulement une religion, c'est une culture. Dans cette culture, il y a des rites, il y a des influences culturelles. Et vous savez, l'une des illustrations les plus magnifiques de la résistance africaine, c'est Haïti. Parce que si vous allez à Haïti, si vous regardez des reportages sur Haïti, vous allez voir que les traditions ouest-africaines, Bénin, Togo, Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire, on les retrouve telles quelles aujourd'hui en Haïti. Donc, je parle de la langue. Là, j'ai un livre qui a été écrit par une dame qui a vécu au Brésil. Et il y a une partie du Brésil, vraiment au nord, au nord-est, où on parle, c'est-à-dire j'ai vu des conversations qu'elle a retranscrites dans le livre, c'est une Belge qui a vécu là, en Mina, en Évé, en fait, l'Évé du Togo, que moi je comprends très bien, j'étais choqué, mais au Brésil, on a des communautés donc, qui sont descendants des esclaves résistants qui ont créé des royaumes un peu ce que Malcolm X appelait les nègres des champs, en fait, qui ont décidé d'aller créer des royaumes et de maintenir leur culture et leur religion. Et c'est pour ça que le vaudou est encore très présent dans les Caraïbes, tout simplement parce que c'était des résistances. Et les religions chrétiennes ou l'islam, par exemple, qu'on a imposées, ne sont pas arrivés à éradiquer complètement les religions africaines, qui sont encore fort ancrées. Et parfois, c'est ce qu'on appelle aussi le syncrétisme. C'est-à-dire qu'on a des mélanges, comme au Brésil, on a des mélanges entre les religions africaines, les religions occidentales, et puis on arrive à une identité culturelle et religieuse propre. Voilà ce que je peux répondre à ça. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Et on va passer donc à la dernière question qui, cette fois-ci, est adressée au président et qui est la suivante. Donc, avant-dernière question, c'était est-ce qu'on peut avoir les références bibliographiques citées durant la conférence? On vous les enverra à tous et on les mettra sur l'événement, ne vous inquiétez pas. Et donc, la dernière question donc, qui est posée que je vais poser au président. Alors, est-ce que le BINABI prévoirait éventuellement la mise en place d'initiations à des langues africaines? Arilson, tu peux répondre. Merci pour la question. Alors, effectivement, on a prévu de faire des initiations aux langues africaines au sein du BINABI, mais ce sera vraiment pas, enfin, c'est vraiment entre nous, donc c'est-à-dire c'est réservé aux membres du BINABI et enfin, on n'a pas la prétention d'être des professeurs ou quoi, c'est juste pour une initiation. C'est-à-dire qu'on n'est pas des professeurs, on va juste essayer de les introduire, de les mettre à l'aise avec la langue, avec des mèmes, avec des vidéos, quoi que ce soit. En tout cas, moi, je le ferai avec le Lingala, etc. Mais, et les autres membres nous apprendront leur langue à leur niveau. Donc, et après ça, ce qu'on va essayer de faire au deuxième quadri, c'est qu'on cherche des partenariats avec du coup des structures qui existent déjà et des structures présentes et qui pourront peut-être nous aider à envoyer des membres là-bas pour qu'ils puissent justement essayer de développer d'apprendre leur langue d'origine si possible. Donc, si vous connaissez des structures déjà présentes, bon, on va bien évidemment aller chez ITA Lingala aussi leur demander un peu, et peut-être Kuwa, etc., et d'autres écoles pour d'autres langues. Et du coup, voilà, oui, au BINABI, on va le faire, mais de manière vraiment informelle entre nous. Ça commence déjà à la fin de cette semaine. Et puis, voilà. Et je tenais encore à remercier vraiment tous les intervenants, même vous tous qui étaient là, vraiment très nombreux, c'est impressionnant. Et voilà. Je voulais juste peut-être
vous remercier aussi et remercier surtout Fatima Zora parce que je trouve que on crée beaucoup de cloisons en fait entre les luttes panafricaines. Et vraiment, je le réaffirme ici, avant l'arrivée de la langue arabe, les Amazirs avaient une langue. Et les Amazirs sont des peuples, comme elle l'a dit, qui se trouvent y compris dans des pays d'Afrique noire. Ce qui se passe au Mali aujourd'hui, quand on parle des Touaregs, allez lire l'histoire, c'est parce qu'on a monté les peuples les uns contre les autres. Et on a utilisé la langue comme outil de différenciation. Et donc, je la remercie parce que nous devons travailler absolument tout ce qui concerne l'histoire, parce que je sais qu'il y a énormément de choses qui entraînent de la colère, mais plus nous serons unis sur ces questions, plus au niveau panafricain, nous serons plus forts. Et je vous le rappelle, tout ce qu'il y aura sur le continent en termes d'image va nous retomber toujours dessus. Vous pouvez aller en Chine, en Nouvelle-Zélande, au Groenland, où vous voulez. Tant que nous ne serons pas unis et que nous ne pourrons pas impacter durablement et positivement ce qui se passe là-bas, eh ben, ça va toujours nous retomber dessus ici. Et ici, que ce soit, Fatima a parlé de la manière dont on s'habille, de la manière dont on parle, de la manière dont on pense. Bientôt, on nous le reproche déjà. Et donc, je pense qu'il faut absolument que ces liens puissent continuer à se construire. Voilà, merci à toutes et à tous ceux qui ont suivi la conférence. Merci beaucoup, Calvin, pour ce dernier point. Et je vais peut-être l'illustrer. J'ai vu qu'il y avait une dernière question dans le chat, mais très, très vite, parce que je sais que je parle beaucoup. Ou une personne... Non, t'inquiète pas, vas-y. Question que j'ai nextée où une personne m'a demandé si c'était une simple déduction qu'on avait fait, le mot berbère qui venait du mot barbare, ou c'était effectivement vrai. La première fois il a été utilisé, c'est par les Romains qui l'utilisaient très directement pour dire qu'on était cet étranger, ce barbare. Donc oui, il y a vraiment, c'est vraiment un mot directement utilisé pour référer au peuple amazigh comme étant des barbares. Ce n'est pas une chose qui a été déduite. Et pour moi, cette chose illustre aussi ce que Calvin vient de dire. C'est un peuple qui, très longtemps, s'est retrouvé entre les Arabes et le reste du continent. Et voilà, j'espère que cette première conférence serait peut-être le début d'un travail qu'on pourrait faire avec le Binabi. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai énormément appris aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Bon, nous allons clôturer la soirée. Alors déjà, je tenais vraiment à remercier à tous nos intervenants. C'était vraiment un honneur de vous avoir avec nous ce soir. Merci à toutes les personnes qui étaient là, qu'ils soient membres ou non membres. J'espère vous revoir bientôt sur nos prochains événements. Le prochain événement que nous allons avoir sera pour le 11 novembre. C'est un café littéraire sur l'afro-communautarisme. Le titre du livre, c'est « Appartenir à nous-mêmes » de Fania Noël Thomasin. Et il est vraiment ouvert à tous. Donc, passez une bonne soirée. Merci d'avoir été là. Et j'espère vous retrouver bientôt. Bravo les modératrices aussi qui étaient superbes. Merci beaucoup. Tout le monde est parti? J'ai vu qu'il y avait une question sur le Binabi pour s'inscrire. J'ai dit à la personne d'envoyer un message sur le compte Insta et qu'on allait tout lui expliquer. Ça va. Du coup, voilà. S'il y a d'autres questions par rapport au Binabi, n'hésitez pas. Mais sinon, on va quitter. De rien. Merci aux intervenants et tout ça. Allons écouter Macron. Ah, allons écouter Macron parce que nous sommes... Ouais, non. Allons écouter Macron. C'est l'heure des informations. Vous allez sur pile poil. Ouais. Ouais, c'est pile poil maintenant. Au revoir. Au revoir.